Nous sommes le 10 août 2026, il est 15h58. Nous partons de la station de Tours. Il fait moins 0,5 degrés Celsius. On se dirigera vers Strasbourg. Tournez à droite. Restez sur la voie de droite. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie, à 31, vers Nancy. Nous sommes sur la A31 qui prolonge la National 4. Dans 300 mètres, rejoindre à 31. Continuez sur A31 pendant 16 km. Écoutez les informations. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 15h46. France Info, le fil info de 15h45. Les Thibaudot et les médecins libéraux qui défilent actuellement dans les rues de Paris. Pour dénoncer un manque de confiance des pouvoirs publics envers leur profession ainsi qu'une dérive autoritaire du système de santé. Les organisations syndicales disent non au rendez-vous proposé par la ministre de la Santé, mais oui à une rencontre avec le Premier ministre Sébastien Lecornu la semaine prochaine. Malgré les annonces de la ministre de l'Agriculture et parce que l'adoption par le Mercosur, les actions des agriculteurs se poursuivent, notamment sur plusieurs ronds-points de la rocade de Mont-de-Marsan dans les Landes. En Coupe de France de foot, pour les 16e de finale, le match Sochaux-Lens s'est annulé à cause de la neige. Il était prévu dans le Doubs à 21h. De leur côté, les Hauts-Lyonnais rêvent d'un exploit face à Lorient à 18h. À la même heure, Avranches rencontre Strasbourg. Et le FC Montreuil accueille Amiens depuis un quart d'heure. Score pour l'instant 2-1 pour Amiens. Et puis en biathlon, les Françaises remportent à l'instant le relais d'Oberhof en Allemagne. Un bon signe à un mois des JO d'hiver de Milan-Cortina. France Info. Selon RFI, Journal Moon, aujourd'hui à 15h12.
17h56, 17h58, l'enfer le périph', 18h. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Il fait 0 degrés Celsius. Il est 15h ici à Paris, 17h30 à Téhéran. Bonjour à tous. Karim Belisha. Radar mobile à 1000 mètres. Au sommaire de ce journal, l'Iran est toujours coupé du monde, pas d'accès à Internet sur tout le territoire. Décision des autorités qui n'empêchent pas les Iraniens de descendre de nouveau dans la rue. Le pouvoir accuse les États-Unis et Israël d'ingérence. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi à la demande de l'Ukraine après des frappes Radar mobile à 500 mètres. massives de la Russie dans la nuit de jeudi à vendredi. Moscou a notamment tiré un missile balistique de dernière génération, Oreshnik, près de la frontière polonaise. Les Européens dénoncent une escalade du Kremlin. Les héros ne meurent Radar mobile à 1000 mètres. jamais, c'est le titre d'un documentaire en l'honneur de David Bowie. 10 ans que l'icône du rock anglo-saxon est décédée. Une série d'hommages se déroule ce week-end en Europe et aux États-Unis. Ils sont cinéastes et iraniens. Tous deux ont tourné dans la clandestinité pour Radar mobile à 500 mètres. éviter les dictats des autorités. Aujourd'hui, Jafar Panahi et Mohammad Rasoulov expriment ensemble leur vive préoccupation face à la répression en Iran et la coupure d'Internet qui vise, selon eux, à dissimuler les violences infligées par le régime. Malgré tout, les Iraniens sont descendus une nouvelle fois dans les rues hier soir. Dans les grandes villes du pays, dont Téhéran, le mouvement de contestation du pouvoir ne faiblit pas. Julien Chavan, la répression et les menaces du pouvoir ne font pas reculer les protestataires. À l'image de ces centaines d'Iraniens rassemblés hier soir autour d'un feu sur la place Pounak à Téhéran. Dans une vidéo authentifiée par l'agence France Presse, on voit des manifestants frapper sur des casseroles. On entend aussi des slogans hostiles aux autorités. Et cela fait 13 jours que ça dure, malgré la répression des forces de l'ordre qui a déjà fait une cinquantaine de morts et des centaines de blessés selon les ONG. Depuis bientôt 2 jours, le pays est sans Internet. Le régime de Téhéran cherche à intimider, à étouffer la contestation loin des regards. On est en train d'assister à un véritable bain de sang, s'alarme Amnesty International sur RFI. Mais de nouveaux appels à manifester ont été lancés et l'opposition en exil monte d'un cran. Dans un message diffusé sur X, Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah, a encouragé les Iraniens à aller encore plus loin. Notre objectif n'est plus seulement de manifester dans la rue, mais de se préparer à s'emparer des centres-villes et à les contrôler. À Téhéran, l'ayatollah Ali Khamenei, lui, reste inflexible, alors que Donald Trump lui a lancé un nouvel avertissement. Vous feriez mieux de ne pas commencer à tirer, sinon nous aussi, nous commencerions à tirer. Julien Chavan, la situation est toujours confuse à Alep, la grande ville du nord de la Syrie. L'armée affirme avoir terminé ses opérations et repris le contrôle de tous les quartiers, ce que les combattants kurdes démentent. Ils refusent leur évacuation vers la zone autonome kurde de Syrie. Plus de 150 000 civils ont dû fuir la zone en raison des combats. De nombreuses organisations appellent les Américains à manifester aujourd'hui et demain pour protester contre la redoutée police fédérale de l'immigration. Pour l'administration Trump, pas de doute, le policier Dice qui a tiré sur une femme à Minneapolis était en état de légitime défense, ce que contestent les élus démocrates de cet état du nord des États-Unis et les manifestants. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi à la demande de l'Ukraine après des frappes massives de la Russie. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Moscou a tiré le missile balistique de dernière génération Oreshnik près de la frontière polonaise et les bombardements privent désormais la moitié des habitants de Kiev de chauffage en plein hiver. L'Union européenne, Paris, Berlin et Londres dénoncent une escalade de Moscou. Ce tir d'un missile de dernière génération est considéré comme une mise en garde à l'encontre
l'encontre des pays européens, car il a une portée suffisante pour toucher les alliés de l'Ukraine sur le continent. En outre, il est très difficile, voire impossible en l'état actuel, de l'intercepter. Écoutez l'analyse d'Étienne Marcuse, chercheur associé auprès de la Fondation pour la recherche stratégique. Seul le nouveau système Arrow 3 que l'Allemagne a récemment acheté à Israël pourrait être à même d'intercepter l'Oreshnik dans sa phase de ce qu'on appelle exo-atmosphérique, c'est-à-dire en dehors de l'atmosphère, en phase terminale. Donc une fois que le projectile est rentré dans l'atmosphère, il n'y a théoriquement aucun moyen de l'intercepter avec les moyens dont on dispose actuellement. Donc effectivement, c'est une arme contre laquelle on ne peut pas se protéger avec des intercepteurs très, très difficilement. Donc oui, en ce sens-là, c'est effectivement une arme qui est très complexe. Après, pour l'utiliser, c'est aussi une arme qui est très chère. Et donc la Russie en a très probablement un très petit nombre d'exemplaires. Elle ne va pas lancer des campagnes massives contre l'Europe avec ce type de missile. Étienne Marcuse, chercheur associé auprès de la Fondation pour la recherche stratégique, interrogé par Daniel Vallon. En France, l'exécutif agite le spectre d'une nouvelle dissolution en cas de censure du gouvernement. Le Premier ministre a donné instruction au ministre de l'Intérieur de préparer l'organisation d'éventuelles élections législatives en même temps que les municipales en mars prochain. Le gouvernement de Sébastien Lecornu est menacé par deux motions de censure, celle du Rassemblement national et celle de la France insoumise, après l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. L'écriture inclusive fait de nouveaux débats. L'Académie française s'est insurgée contre cette manière d'écrire qui vise à représenter de manière égalitaire les hommes et les femmes. Les immortels, comme sont surnommés les académiciens, s'opposent cette fois au Conseil d'État qui a rendu une décision sur le sujet fin décembre. Les explications d'Hugo Duport-Levet. Tout part d'un recours déposé fin 2021 par l'association Francophonie Avenir. Son objectif, faire retirer 2 plaques commémoratives installées à l'hôtel de ville de Paris. Des plaques sur lesquelles figurent des expressions en écriture inclusive telles que président.e.s du Conseil de Paris ou conseiller.e.s de Paris. L'association estime que cette manière d'écrire ne respecte pas la langue française et saisit la justice. Elle va jusqu'au bout de la procédure, jusqu'au Conseil d'État donc, qui a rejeté fin décembre le pourvoi de l'association. Pour les juges, l'écriture inclusive, dans ce cas précis, n'est ni illégale ni contraire au droit, mais cette décision passe très mal du côté... Dans 3 km, prendre la sortie A33, E23 en direction de Lunéville, Strasbourg. de l'Académie française. Dans un communiqué officiel publié vendredi 9 janvier, l'institution élève une protestation solennelle contre l'option retenue. Pour les immortels, l'écriture inclusive nuit à la lisibilité et à l'esprit de notre langue et porte atteinte à sa dimension patrimoniale. Derrière cette bataille juridique, c'est donc un affrontement plus large qui continue de se dessiner entre les partisans d'une langue qui évolue avec la société et une institution qui veut en préserver les fondations. Hugo Duport-Levet. Un mot de football à présent qui rejoindra le Maroc et le Sénégal en demi-finale de la CAN. Place aux 2 dernières demi-finales aujourd'hui. D'abord Algérie, Nigeria à 16h, temps universel, puis la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique sortante, défiera l'Égypte qui détient le record de titres à la CAN à 19h. Temps universel de rencontres à suivre en intégralité sur nos antennes africaines et sur le site rfi.fr. Enfin, il y a tout juste 10 ans, le 10 janvier 2016, mourait David Bowie, l'un des artistes les plus attachants et les plus talentueux du rock anglo-saxon. Il disparaissait à l'âge de 69 ans. Bowie a traversé toutes les époques, des années 70 aux années 2000, et son héritage artistique est toujours vivace. Olivier Roger. Il y a 10 ans, 2 jours avant son décès, David Bowie sortait son dernier album Black Star, d'où est tiré ce titre, Lazarus, testament d'un homme s'apprêtant à rejoindre les étoiles. Sa manière de chanter, moi je l'ai toujours un peu dans ma tête. Les héros ne meurent jamais, c'est le titre du documentaire musical que diffuse sur son site la chaîne franco-allemande Arte. Les auteurs citent... Dans 600 mètres, prendre la sortie A33, E23 en direction de Lunéville, Strasbourg. Luc et Thierry Gauthier ont filmé des artistes de la scène contemporaine, reprenant des titres de Bowie devenus des standards. Jeanne, prendre la sortie A33.
Adele, Anna Calvi, Peter Doherty ou encore le groupe de Divine On arrive à Comedy, Nancy. tous ont été influencés par Bowie. Certains participent ce samedi au grand concert hommage à Londres, Absolute Bowie. Des concerts, il y en aura aussi à New York, Los Angeles, Philadelphie, mais aussi à Paris et à Bruxelles. Et puis toujours à Londres, le David Bowie Center, musée ouvert en septembre dernier, s'apprête ce week-end à battre des records d'affluence. I'm not a religious person, but I am a spiritual person. Selon RTL, le journal, aujourd'hui à 12h11. Carrefour Banque et Assurance. Quand vous me dites nouvelle année, rime avec nouveau projet, eh bien je vous réponds que pour votre financement grâce au prêt personnel de Carrefour Banque, obtenez une réponse de principe immédiate à votre demande et sans frais de dossier. Alors rendez-vous jusqu'à demain en agence Carrefour Banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque et Assurance. Offre de prêt réservée aux particuliers majeurs. Délai légal de rétractation de 14 jours sous réserve d'acceptation par Carrefour Banque. Conditions sur carrefour-banque.fr ou en agence Carrefour Banque. Dans 2 minutes, merci d'être avec nous sur RTL. Il est midi. Bonjour Jade et bonjour à tous. Opération d'évacuation en cours à Bassins, près de Bordeaux, là où les agriculteurs bloquent un dépôt de carburant depuis mercredi soir. Action des militants de la coordination rurale, dont certains ils sont avec leurs enfants. C'est le cas du coprésident de la CF33, Fabrice Lagate. Ce fils de 10 ans, sur le tracteur, a écrit un mot pour le ministre de l'Agriculture. C'est lui qui a pris l'initiative de faire le bruit. Il dit « Salut la CR, force, on ne fait pas ça pour rien, on marche sur la tête, Madame Geneva, réveillez-vous. » Et le niveau, Raphaël Lagate, 10 ans, il donne la vie. Le gamin de 10 ans, il dit « sur le côté. » Il y a de la neige sur la route. Il faut rien. Il préfère l'économie d'un pays pour le pétrole au lieu de donner des solutions pour les agriculteurs. On ne demande pas de sous, on ne demande pas de demander d'argent, on demande juste d'arrêter la bataille, de trouver des trucs, mais simple, c'est simple ce qu'on demande. Rien de compliqué. Un témoignage au micro RTL de Clara Echari, qui a tenté de calmer la colère paysanne hier en annonçant un paquet d'aide de 300 millions d'euros. Le compte n'y est pas, a répondu de son côté la FNSEA. Autre colère qui s'exprimera cette fois dans les rues parisiennes cet après-midi, celle des médecins libéraux rejoints dans leur grève entamée lundi par les praticiens en clinique privée. La plupart des syndicats, parmi lesquels la Fédération hospitalière privée, dont le président était l'invité de RTL, ont décliné l'invitation à un rendez-vous de la ministre de la Santé. La France Insoumise vient d'exclure l'un de ses candidats au municipal pour des postes antisémites sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Yves Bouteiller, candidat à Romilly-sur-Seine dans l'Aube. Lui assure ne pas savoir de quoi question ces dernières semaines. Crise, la France, ou encore que, je cite, les sionistes génocidaires avaient beaucoup appris du Troisième Reich. Et puis dans moins d'une demi-heure, désormais, vous avez rendez-vous avec le journal inattendu présenté par l'inimitable Stéphane Boutsock. Qui est votre invité, Stéphane? Bonjour Victor, bonjour à tous. Ce sera Philippe Martinez, l'ancien patron de la CGT. Il n'aime pas ce terme d'ailleurs. Il a repris sa liberté de parole. Il n'en est pas avare. Grève des médecins libéraux, colère des agriculteurs, vous en parliez. Municipale et peut-être législative à venir. Il réagira à l'actualité chargée du moment. Nous parlerons son livre, Mon tour de Gaulle. Nous écouterons ses archives RTL. Et puis, on parlera aussi culture, puisqu'il a souhaité recevoir François Morel, illustre membre de la troupe des Déchiens, actuellement sur scène au théâtre. Rendez-vous en effet dans une petite demi-heure. Merci Stéphane, et à tout à l'heure. Un mot de votre météo avec ces 6 vigilances orange à la neige dans le nord-est, depuis la Lorraine jusqu'au Jura. 7 à 10 cm attendus en plaine, jusqu'à 20 cm attendus à partir de 400 mètres d'altitude. À l'ouest, une éclaircie arrivera ponctuellement, mais le plus souvent le ciel sera chargé. Côté température, de 2 degrés à Belfort jusqu'à 14 degrés à Nice. Il fera 7 à Valence ou encore 11 à Brest. Et puis on termine avec les courses. Ce sera à Vincennes aujourd'hui, départ 15h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 6, le 12, le 2, le 14, le 11, l'As et le 8. L'outsider de RTL, c'est le numéro 11, Y de Ceylan. Midi 3 sur RTL. Selon RTL L'Angleco, hier à 8h56. Rive, bonjour. Bonjour Alex du camping de la Pinède. Je vous appelle parce qu'Internet c'est la cata. Alors que chez Free Pro, eux ils ont la Freebox Pro super puissante pour les entreprises.
Vous allez faire quoi pour moi? Vous réservez quelques bungalows pour le séminaire de RIF. Merci, au revoir. Si nos clients pro se mettent à négocier. Obtenez plus grâce à FreePro, même si vous êtes chez RIF. Retrouvez la Freebox Pro, toujours plus puissante pour les entreprises. Appelez FreePro au 1043. Offre réservée aux professionnels en France métropolitaine. Valable uniquement en fibre, sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Conditions et éligibilité sur freepro.fr. Et sur RTL, avec l'Observatoire Santé Pro BTP. 7h, 9h30. RTL Matin. Et avant de retrouver le docteur Jimmy Mohamed, on file donc à Helsinki en Finlande. Et donc vous ne devez pas beaucoup voir le jour, vous en ce moment là-bas, mon cher Olivier Dauvert. Ce matin, vous nous emmenez chez Kesko. C'est qui Kesko? Oui. Alors, déjà, il faut que vous compreniez pourquoi j'y suis. C'est parce qu'on dit souvent des pays scandinaves qui sont en avance sur le sujet de développement durable, de consommation responsable. Et c'est aussi vrai en matière de grande distribution. Et c'est pour ça que je suis ici, parce que l'enseigne de supermarché la mieux notée au monde des finlandaises sur ces sujets s'appelle Kesko. Alors pour faire simple, c'est le Leclerc ou le Carrefour local, c'est-à-dire l'enseigne que l'on voit partout. Il y a près de 1000 magasins en tout dans le pays, donc l'archi-leader de la grande distribution. Qu'est-ce qu'elle fait de si extraordinaire, cette enseigne? Alors, pour comprendre ce qu'elle fait de bien, il faut savoir sur quoi un distributeur peut jouer en matière de développement durable et de consommation responsable. D'abord, il peut jouer sur le gaspillage des produits invendus et ensuite sur l'énergie que les magasins consomment, notamment ici, vous vous en doutez en ce moment, pour le chauffage. Et Costco, c'est un excellent élève dans les deux matières. Sur le gaspillage, il a réussi à diviser le gaspillage par deux en étant imaginatif. Par exemple, les légumes invendus du rayon fruits et légumes, eh bien, ça devient des soupes. Les fruits invendus, ça devient de la confiture. Tous les ans, dans le magasin en question, ça représente quand même 17 tonnes dans l'enseigne en question, 17 tonnes qui sont économisées. Et si les produits ne sont pas comestibles, ne le sont plus pour faire des soupes ou des confitures, eh bien, ils sont mis en fermentation et ça produit du gaz. Il y a encore un autre exemple que je peux vous citer, c'est le marc de café qui est récupéré dans les cafétérias de l'enseigne. Est-ce que vous savez ce que peut devenir du marc de café quand on veut être vertueux? Le marc de café? Qu'est-ce qu'on peut en faire d'après vous? Aucune idée. Eh bien, ça remplace. Non, ça remplace une partie de la tourbe pour faire du terreau. Donc ça veut dire que ce terreau va être moins utilisateur de ressources. Mais j'allais presque vous dire que ça c'est banal, parce que la dernière idée de Kesko, c'est d'utiliser la chaleur des data centers, ces grands centres informatiques de données où sont hébergés des milliers de serveurs informatiques. Et là où je suis, sur le parking du magasin, je vois à gauche le supermarché et à droite justement un fameux data center. Comment ça fonctionne? Comment les ordinateurs servent à éclairer ou à chauffer le supermarché? Les ordinateurs, Thomas, les serveurs informatiques, ça consomme beaucoup d'énergie et ça génère énormément de chaleur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on considère qu'avec le développement de l'intelligence artificielle et d'Internet, ça devient un sujet environnemental. Et bien ici, à Helsinki, Kesko, il vient de brancher un magasin sur le data center qui est juste à côté du supermarché et il fait passer la chaleur d'un bâtiment à l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de refroidir le data center. La chaleur, elle est directement évacuée vers le magasin. Le magasin, du coup, n'a besoin de rien d'autre pour se chauffer. Et quand vous regardez les températures ici, au moment où je vous parle, il fait moins 12 degrés. Dans le supermarché, il faisait tout naturellement très bon. Et ben, c'est une sacrée prouesse que de ne pas avoir besoin de chauffer un magasin autrement que par la chaleur qui arrive naturellement du data center de l'autre côté de la rue. Et au final, vous imaginez, c'est une énorme économie d'énergie. Voilà pourquoi je suis ce matin dans le supermarché le plus vertueux au monde. Oui. Rien que ça. Vous êtes gentil, voilà. Vous venez maintenant, parce qu'une semaine à l'étranger... Je reviens lundi, promis. Selon BFM, invité Good Morning Business, hier à 9h13. Lexus. On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins, qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle. Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX. Notre SUV compact hybride à partir de 299 € par mois, entretien inclus. Lexus LBX LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990 €. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détails sur lexus.fr. Pensez à covoiturer. BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business avec Laure Clouzot.
dossier. Bonjour à tous et bon réveil, il est 5h59 sur BFM Business et sur RMC Live, c'est la matinale de l'économie qui commence, on est ensemble et en direct jusqu'à 9h. On a tout obtenu, mais on s'apprête à dire non quand même. Sur le Mercosur, Emmanuel Macron l'écrit noir sur blanc, la Commission a consenti à des avancées incontestables, mais c'est non, tout nous pousse à dire oui, les débouchés commerciaux, la nécessité de trouver des nouvelles alliances géopolitiques, de prouver que l'Europe parle d'une seule voix, mais non, c'est politiquement inacceptable en France. Au secours, ce traité rend fou. Édito de Raphaël Legendre, ça sera à 6h50. On va aussi regarder ce matin pourquoi l'Italie va dire oui, qui sont les secteurs qui se font discrets mais qui attendent beaucoup du traité avec l'Amérique latine, comme les vins et spiritueux. Mercosur, un coup de canif dans l'Europe, ça sera l'objet du débat. Pour Enel Le Chypre, le non n'a que des bénéfices. On aurait tort de s'en priver. Il va nous expliquer pourquoi à 7h10. L'actualité, c'est aussi avec Léo Dumas. Bonjour Léo. Bonjour Laure, bonjour à tous. Les titres de ce matin. HSBC paye une amende pour clore l'affaire des Cumcum. Il y aura peut-être une décision de la Cour suprême aujourd'hui sur les droits de douane de Donald Trump. Et puis BFM Business a rencontré le numéro 2 d'Amazon au CES de Las Vegas. Aux États-Unis, le président américain continue de dicter la conduite des entreprises. Convocation des pétroliers aujourd'hui, interdiction d'investissement dans les maisons, arrêt des dividendes dans la défense. Les détails avec Antoine Delard dans un instant. L'avis de Marc Fiorentino, puisqu'on est vendredi, ça sera à 8h35. On va revenir aussi sur les dernières déclarations autour de Taïwan. Ça sera à 7h20 avec le spécialiste de la Chine, David Pavrez. Xi Jinping considère Taïwan comme une partie de la Chine. C'est à lui de décider ce qu'il va faire avec, a-t-il commenté le président américain, disant tout de même qu'il serait mécontent si la situation devait évoluer. Il est 6h pile. Good Morning Business, c'est parti. Good Morning Business, le journal. La France officialise son vote contre le Mercosur. Les avancées sont concrètes et incontestables, dit Emmanuel Macron, mais ce sera quand même non. Le chef de l'État qui invoque un rejet politique unanime en France et pour qui, même si l'accord est validé à l'échelle du Conseil européen, cela ne constitue pas la fin de l'histoire. Et c'est ce que nous dit également la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui croit à une autre issue grâce au Parlement européen. Écoutez. Ce n'est pas la fin de l'histoire, tout simplement parce que le Parlement européen va se saisir d'un vote sur le Mercosur. Et à date, rien ne garantit que le Parlement européen valide cet accord. C'est quand même une étape déterminante. Et au Parlement, vous le savez, les groupes sont extrêmement divisés. Vous savez, le Parlement, personne n'a la majorité à soi tout seul. Le Parlement européen qui peut effectivement saisir la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui aurait pour effet a priori de simplement retarder encore un peu le processus d'adoption définitif. Reste que cette fois, après 25 ans de suspense, l'accord définitif est clairement à portée de main pour Bruxelles et c'est grâce à l'Italie qui doit donner son aval décisif aujourd'hui après avoir particulièrement bien mené ses négociations avec la Commission sous la houlette de Giorgia Meloni. Les détails à Rome avec Natalia Mendoza pour BFM Business. Le feu vert de l'Italie à l'accord du Mercosur est le résultat d'une stratégie claire de négociation de la part du gouvernement italien. L'exécutif dirigé par Giorgia Meloni a cherché à utiliser les tractations internes entre États membres et Commission européenne concernant la signature de cet accord pour rouvrir le débat sur le financement de la politique agricole commune. Résultat, la Commission a annoncé une rallonge de 45 milliards d'euros supplémentaires pour la PAC, une enveloppe qui s'ajoute aux 302 milliards d'euros déjà destinés au secteur agricole dans le prochain budget pluriannuel. Une décision que la chef de l'exécutif italien revendique comme une victoire de son pays qui a su profiter de sa position de force dans le cadre de cette négociation, car on sait que l'approbation du Mercosur requiert une majorité qualifiée de 15 États membres représentant 65% de la population européenne. L'Italie est le 3e pays de l'UE en nombre d'habitants. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans cette position de faiseur de roi qui lui a permis de peser dans le cadre budgétaire européen et au passage de donner satisfaction au patronat et aux industriels du nord de l'Italie qui poussaient depuis des mois pour la signature de cet accord avec les pays du Mercosur. Natalia Mendoza depuis Rome pour BFM Business où le patronat donc se réjouit de son futur accès favorisé au marché d'Amérique du Sud et pour le coup Margot Faudéré, en France également il y a une majorité de filières qui peuvent tirer profit de ce traité. Oui, elles sont restées assez discrètes par solidarité notamment avec les bovins, mais cet accord va clairement faire de nombreux gagnants. D'abord, il y a les vins et les spiritueux. Aujourd'hui, ces bouteilles sont taxées de 27 à 35% à leur arrivée en Amérique latine, mais si l'accord est entériné, il supprimera progressivement les droits de douane sur les importations européennes.
Ce traité offrirait donc un relais de croissance important pour les producteurs français qui souffrent des tensions, notamment avec les États-Unis et avec la Chine. La preuve, c'est qu'en 2024, les exportations tricolores ont reculé de 4% en valeur selon la Fédération française des exportateurs de vin. Autre gagnant de l'accord, les fromages et plus globalement tous les produits d'appellation d'origine protégée. 30 000 tonnes de fromage vont pouvoir être exportés des deux côtés de l'Atlantique avec une suppression progressive des droits de douane sur la prochaine décennie. Et puis récemment, les producteurs laitiers aussi ont fini par rejoindre le camp des partisans. Selon une étude d'impact qui a été réalisée par Bruxelles, l'Union européenne peut s'attendre à une hausse de ses exportations de 91 à 121% des exportations vers le Mercosur, grâce notamment à une suppression progressive des droits de douane sur un quota de lait en poudre. Alors ça c'est pour l'agriculture, mais il y a aussi des gagnants du côté de l'industrie. Absolument, l'accord prévoit de supprimer progressivement les droits de douane sur des biens que la France exporte en grande quantité. Il y a d'abord les produits chimiques et les produits pharmaceutiques qui ont représenté quand même 1,37 milliard d'euros de ventes au Mercosur en 2018. Il y a aussi les équipements électriques, sans oublier les voitures et les pièces détachées qui sont aujourd'hui taxées à 35%. Et toujours selon le rapport réalisé par Bruxelles, le secteur auto européen peut s'attendre à une hausse de ses exportations jusqu'à 114%. Merci Margot Faudéré. Malgré le vote contre le Mercosur d'Emmanuel Macron, Jordan Bardella annonce hier soir que son parti, le RN, déposera une motion de censure contre le gouvernement, invoquant une mise en scène du chef de l'État. Au secours, ce traité rend fou. On en parlera avec Raphaël Legendre, ce sera à 6h50. L'actualité des entreprises en France et HSBC qui paye une amende de 267 millions d'euros pour clore l'affaire des concours. C'est le dispositif qui a permis à des actionnaires étrangers d'entreprises françaises d'échapper à l'impôt sur les dividendes par l'intermédiaire des banques. Et donc dans cette affaire, la transaction conclue hier entre le parquet et HSBC va clairement faire monter la pression sur les autres banques visées dans le dossier, Caroline Morisseau. HSBC est la deuxième banque à accepter de payer une amende pour solder son litige, 267 millions d'euros, ce qui correspond au montant qu'elle avait provisionné dans cette affaire. HSBC était accusée de fraude fiscale aggravée pour des opérations réalisées entre 2014 et 2019. La banque a reconnu les faits, ce qui lui permet d'échapper à toute poursuite pénale. Le Crédit Agricole avait lui aussi opté pour la même stratégie en septembre dernier. C'est la première banque à avoir accepté de payer une amende pour un montant 3 fois inférieur. Le parquet avait alors salué la qualité de la coopération avec la banque. Ce nouvel accord avec HSBC met encore un peu plus la pression sur les 4 autres établissements visés par le parquet dans cette même affaire. BNP Paribas, sa filiale Exane, la Société Générale et Natixis, des établissements qui jusqu'ici ont fait valoir que ce dispositif n'avait rien d'illégal au moment des faits en tout cas. Depuis le Parlement s'en est saisi, des mesures ont été adoptées l'an dernier pour empêcher un tel contournement de l'impôt sur les dividendes. Les suites au Venezuela et Donald Trump qui va rencontrer Maria Corina Machado. C'est la principale figure de l'opposition du Venezuela et c'est la prix Nobel de la paix 2025. Elle doit aller à Washington la semaine prochaine où elle compte partager sa distinction avec le président américain. Ce qui serait un grand honneur, dit-il cette nuit sur Fox News. En attendant, après une campagne pro-business et pro-dérégulation et presque un an après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump multiplie ces jours-ci les intrusions dans la vie des entreprises. Il a fait des propositions choc pour les pétrolières, pour les promoteurs ou encore pour les entreprises du secteur de la défense. Et Antoine Hollard, depuis Washington, vous nous dites que certaines de ces mesures sont en fait défendues historiquement par les démocrates. Oui, d'abord Donald Trump a convoqué aujourd'hui à la Maison-Blanche les patrons de 3 grandes compagnies pétrolières. Il veut les convaincre, pour ne pas dire les forcer, à investir au Venezuela des dizaines de milliards de dollars pour remettre sur pied les infrastructures du pétrole. Pour le moment, les compagnies américaines sont plus que réticentes à s'engager, principalement à cause des incertitudes sur l'avenir du pays. Autre ingérence de Trump dans la vie des entreprises, le président veut interdire aux grands fonds de Wall Street d'investir dans des maisons individuelles, une mesure choc destinée selon lui à faire baisser le prix de l'immobilier. Trump enfin s'en prend au secteur de la défense. Il fustige les industriels qui ne respectent pas les délais de livraison et qui, dans le même temps, versent des salaires gigantesques à leurs patrons. Trump dit qu'il veut plafonner les rémunérations pour les entreprises qui sont en retard dans leurs commandes. Alors ces propositions sont totalement inattendues venant d'un président républicain.
Surtout que ces mesures sont d'ailleurs défendues depuis longtemps par des élus de gauche, notamment la sénatrice Elisabeth Warren, l'une des bêtes noires de Donald Trump que tout oppose au président. Ces déclarations, en tout cas, ont fait trembler les marchés. Le fonds Blackstone en particulier, qui a perdu plus de 5% en bourse après le tweet de Donald Trump sur les maisons individuelles. Antoine Hollard, depuis Washington, il y aura peut-être aujourd'hui une décision de la Cour suprême sur les droits de douane réciproques de Donald Trump, la plus haute juridiction américaine qui a en tout cas prévenu qu'elle rendrait un avis tout à l'heure sur une affaire en cours sans préciser laquelle. En première instance et en appel, les juges avaient en tout cas estimé que le président avait outrepassé ses droits en imposant ces surtaxes dites réciproques. Et puisqu'on parle des entreprises américaines, Amazon se positionne sur tous les fronts. Avec des défis importants cette année pour le géant de l'e-commerce, ça commence par la conquête de l'espace et le déploiement de son chatbot d'intelligence artificielle. Et le numéro 2 du groupe est venu détailler tous ces grands chantiers hier au CES de Las Vegas, Clarisse Marion. Lancée aux États-Unis il y a 9 mois et bientôt en Europe, la nouvelle version de l'assistant vocal dopé à l'IA Alexa Plus fait ses preuves. Les utilisateurs font 3 fois plus d'achats et demandent 5 fois plus souvent des recettes. Le groupe souhaite aller plus loin grâce à Alexa.com, une version web de son assistant. Interrogé par BFM Business au CES de Las Vegas, Panos Panay, numéro 2 d'Amazon, défend cette nouvelle brique de la stratégie du groupe. Quand on pense à un assistant idéal, on souhaite qu'il nous accompagne partout. Un assistant capable d'effectuer des recherches grâce à l'intelligence artificielle, mais qui ferait également tout ce que fait Alexa. Créer votre liste, gérer vos recettes. Lorsque vous discutez dans votre cuisine sur votre ordinateur, vous pouvez l'ouvrir et vous mettre au travail, obtenir plus de détails. C'est une expérience vraiment cool. Le groupe vise aussi l'espace avec Amazon Leo, son réseau haut débit par satellite. C'est un concurrent direct de Starlink, avec en ligne de mire les zones blanches. Notre objectif est de réduire la fracture numérique. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas d'un bon réseau. Nous voulons offrir une connexion Internet à un prix abordable à tous, partout dans le monde. La constellation devrait comprendre plus de 3000 satellites contre 9000 pour Starlink. Le service est déjà disponible depuis le mois de novembre en France pour un groupe restreint de professionnels. Le lancement d'une offre pour les particuliers est prévu dans les prochains mois. À l'interview de Panos Panay d'Amazon, réalisée par Mélinda Davançoula, cette version en intégralité sur la chaîne Tech & Co de BFM Business. On va retourner au CES de Las Vegas dans quelques instants. Retrouver Anthony. Dans 600 mètres, continuez sur N4. Morel, puisqu'il fera le pitch depuis là-bas. Mais avant, il est 6h11, la bourse. Nicolas Pagnès, tensions toujours très fortes entre la Chine et le Japon. Oui, exactement. Alors les tensions se détendent légèrement aujourd'hui après l'annonce faite il y a quelques jours par le ministère du Commerce chinois d'interdire la livraison au Japon de biens à double usage, civil et militaire. Une interdiction sans plus de précision qui aurait pu concerner de... Continuez sur N4 pendant 12 km. Nombreux minerais utilisés dans les usines japonaises comme les terres rares, mais aussi les semi-conducteurs ou des composants pour l'industrie énergétique. L'annonce n'a pas manqué d'inquiéter l'impact direct que cela pourrait avoir sur l'économie japonaise, le Nikkei clôturant dans le rouge durant les 2 dernières séances. Mais les investisseurs sont légèrement rassurés aujourd'hui par une nouvelle déclaration du ministère du Commerce chinois qui cantonne finalement ces restrictions uniquement aux équipements de la défense, laissant de côté du coup les équipements civils. Le Nikkei ouvre d'ailleurs depuis ce matin dans le vert. De son côté, le gouvernement japonais a déclaré suivre la situation de près et a appelé à des échanges commerciaux sans heurts après avoir constaté des retards dans les importations ou les exportations vis-à-vis de la Chine. Rappelons que les relations entre les deux pays se sont dégradées depuis les déclarations de la première ministre japonaise Sanae Takaichi qui avait laissé entendre qu'une offensive chinoise à Taïwan pourrait déclencher une réaction militaire japonaise. En Asie, toujours rapidement, à la bourse de Hong Kong plus précisément, le boom de l'IA se poursuit. On voit que Minimax, le champion chinois de l'IA générative, a fait ses premiers pas à la bourse de Hong Kong aujourd'hui. Dans les premiers échanges, le titre de Minimax s'envole de plus de 50%, une IPO qui montre une fois encore le dynamisme de la bourse hongkongaise en matière d'intelligence artificielle. Rio Tinto, Glencore, les discussions sur une fusion potentielle reviennent. Exactement 1 an après les précédents pour parler entre les deux groupes, les discussions ont finalement repris. Le Suisse Glencore a confirmé être en discussion préliminaire avec l'anglo-australien Rio Tinto, un rapprochement qui pourrait se faire sous la forme d'un rachat de Glencore par Rio Tinto, sous la forme d'une fusion entièrement en action. Alors si ce rapprochement venait à se concrétiser, cela ferait du nouveau groupe la plus grande compagnie minière au monde, valorisée à plus de 260 milliards de dollars. Rio Tinto a à présent jusqu'à début février pour clarifier sa position vis-à-vis de Glencore selon la réglementation des offres publiques de rachat. Pour l'heure, les investisseurs réagissent plutôt négativement à la nouvelle. Le titre de Rio Tinto recule de 5% à la bourse
l'Ops de Sydney. Merci Nicolas, on se retrouve dans une demi-heure. Dans un instant, le pitch, un pitch depuis Las Vegas au CES avec Anthony Morel, un électronique qui détecte les cancers. A tout de suite. Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390 € par mois sans apport. Réservez votre essai sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Autonomie maximale selon données WLTP offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Pensez à covoiturer. Good Morning Business, le pitch. Le pitch depuis Las Vegas, on retrouve Anthony Morel au CES. Un pitch spécial aujourd'hui depuis le CES de Las Vegas. Alors je vous explique un petit peu là où on se trouve. On est à l'Eureka Park. L'Eureka Park, dans ce gigantesque salon, c'est un hall où sont réunies toutes les startups du monde entier. Il y en a des centaines et des centaines. Je peux vous dire, il y a de quoi faire des pitchs quotidiens pendant le siècle qui vient, je pense. Et donc on a dû choisir et on a jeté notre dévolu sur Sense Biotech et son PDG Nabil Mouman. Bonjour Nabil. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et bien du coup, vous connaissez le principe, vous avez 1 minute pour pitcher et puis après on va discuter donc de ce que vous présentez, c'est-à-dire un nez électronique. Le concept est incroyable. Eh bien merci beaucoup. Et puis donc en effet, chez Sense Biotech, on développe un nez électronique équipé de nanocapteurs qui sont augmentés par une intelligence artificielle qui permet le dépistage des maladies basées sur l'analyse de l'odeur corporelle. Grâce à l'odeur corporelle, on est en mesure de détecter les premiers prémices d'un cancer et de pouvoir accélérer sa prise en charge. Donc, on est en mesure de prélever les molécules odorantes à la surface de la peau, de pouvoir les caractériser pour identifier une signature moléculaire d'une maladie et de pouvoir les paramétrer sur des nanocapteurs. Alors moi, je connaissais les chiens qu'on utilise pour détecter les cancers du sein, qui viennent sentir les patientes. C'est le même principe. En gros, est-ce que vous avez numérisé finalement la truffe du chien? On peut résumer ça comme ça ou c'est complètement différent? Alors c'est exactement ça, parce que nous, ce qu'on a fait, on a été inspiré par le chien. Et on a commencé par travailler avec des spécialistes canins pour détecter des maladies grâce à la truffe du chien. Et on a expliqué ce que le chien sent. On a été caractériser cette odeur que le chien sent d'une manière extraordinairement efficace. Et donc on a été en partenariat avec l'École supérieure de physique et de chimie de Paris pour travailler sur l'analyse chimique de l'odeur. Et on a identifié les molécules que le chien sent. Donc on vient récupérer les molécules, il y a une sorte de signature moléculaire de tel ou tel cancer et on est capable de dire là, il y a un cancer et après il faut confirmer évidemment avec un examen type IRM, mais pour on va dire dépister en masse, on pourrait demain simplement souffler dans un appareil. Alors nous on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que plutôt que de souffler dans un appareil, c'est à la surface de la peau qu'on le fait. C'est-à-dire qu'on a un dispositif qui se met au contact de la peau et d'une manière passive, il va collecter les molécules responsables de cette odeur qui est diffusée, voilà, il nous sent, voilà, et après on le met sur une machine qui, elle analyse cet échantillon et nous donne un résultat instantané. Et ça fonctionne déjà, c'est-à-dire où on en est aujourd'hui, c'est de la deep tech. Vous voyez sur votre stand, c'est encore, on n'a pas grand-chose à voir réellement. C'est quoi demain, ça ressemblera à quoi? Ce sera un appareil médical, ce sera un device qu'on pourrait même peut-être avoir à la maison pour se dépister tout seul. Alors, quelle forme ça prendra en fait? Alors nous, notre prototype qu'on présente sur notre stand, c'est un dispositif qui est designé et destiné aux professionnels de santé, plus particulièrement aux médecins généralistes, pour lui donner le moyen de réaliser un test dans son cabinet. Donc pendant la période d'attente, en salle d'attente, le patient est équipé de ce capteur qui collecte son échantillon et une fois qu'il rentre dans la salle de consultation, on prend l'échantillon, on le met sur la machine et il a une information immédiate. Et comme vous l'avez dit, en effet, le but c'est de pouvoir screener, cribler pour lutter contre le retard diagnostique et de pouvoir vite détecter le risque de cancer et d'orienter pour aller confirmer le diagnostic. Et ça peut détecter plusieurs types de cancers, c'est-à-dire chaque cancer a une signature olfactive différente? Alors, scientifiquement, ça a été prouvé que chaque maladie a une signature moléculaire. Et donc nous, bien sûr, comme une start-up, comme toute start-up qui se respecte, on commence maladie par maladie. Et en partenariat avec les centres hospitaliers, on va aller prélever les échantillons de patients malades dans le cadre d'essais cliniques
moléculaire. Et à partir de là, donc nous aujourd'hui, on travaille sur le cancer cutané, sur les 3 cancers cutanés, en partenariat avec le CHU de Saint-Étienne et le professeur Perrault, donc avec lequel on mène un essai clinique pour prélever ces patients-là. Alors là, on a parlé de la santé, il y a aussi les autres débouchés potentiels. Moi, je pense, je sais pas, de la lutte contre la contrefaçon, on va pouvoir sentir qu'un parfum est un vrai. Je sais pas, il y a plein de choses auxquelles on peut penser en fait avec c'est tout à fait ça, parce qu'à partir du moment où on est en mesure de caractériser une odeur complexe qui est celle du corps humain, donc on est en mesure de travailler sur d'autres odeurs. Et donc en l'occurrence, j'ai parlé du domaine de la cosmétique, on est en mesure d'étudier les interactions entre des produits destinés à être sur la peau et les différents types de peau, donc tout ce qui est interaction entre produits, parfums, la longévité de parfum et tout ça. Et avec la CMA-CGM, donc qui nous... Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Saint-Dié, Colmar. Accompagne aujourd'hui à The Box, donc on travaille en partenariat avec eux. BFM Business aussi. Tout à fait, donc ils nous accompagnent sur des cas d'usage qui sont spécifiques à eux. Donc en l'occurrence, détecter des produits illicites. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Saint-Dié, puis utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Colmar. Dans des conteneurs, ou bien suivre la fraîcheur des fruits qui sont transportés dans leurs conteneurs. Un mot sur ce CES, vous venez chercher, j'imagine, de la visibilité, des partenariats industriels. Ça fonctionne, ça marche le CES? Eh bien écoutez, on a beaucoup de contacts en effet, donc il y a près de 200 000 personnes qui passent ici dans le CES, donc c'est une belle vitrine de visibilité. Et en effet, donc on a des partenariats potentiels, et on cherche des investisseurs aussi, donc dans le domaine de la santé, on est tout le temps en train de chercher des fonds. Merci beaucoup Nabil Mouman, le CEO de Sens Biotech. Merci CES de Las Vegas. Le CES qui touche à sa fin, on fera le bilan dans quelques instants avec Frédéric Simotel, mais avant on parle retail. Morning Retail avec Logissimo, l'opérateur logistique de proximité au service des entreprises et collectivités. Good morning business, Morning Retail. Eva Jaco, la marque britannique de chaussures de sport Gola, passe sous pavillon japonais, pas n'importe quel conglomérat, un conglomérat soutenu par le financier Warren Buffett qui s'appelle Marubeni. Alors non, mais je sais ce que c'est. Ah, vous voyez ce que c'est assez reconnaissable avec 3 bandes. C'est une marque de basket qui a 120 ans. Elle a connu un grand succès dans les années 70. Elle change aujourd'hui de propriétaire. RG Barry, filiale américaine de la société Nippon Marubeni, qui détient les licences comme Clarks ou encore Timberland et d'autres marques, rachète donc Jacobson. Jacobson, c'est la maison mère de Gola pour 55 millions d'euros selon le Financial Times. Alors c'est un groupe qui détient en tout 6 marques de lifestyle. Il y a Dunlop ou encore Lonzel pour les plus connus, et ce rachat il va permettre à Marubeni de développer un portefeuille de marques plus lifestyle, de marques dites héritage et des marques qui ont un fort potentiel à l'international en surfant sur ces baskets rétro. Et donc Gola, ça marche toujours? Oui, Gola, c'est toujours une marque qui est considérée comme une marque phare. Elle est commercialisée dans 30 pays, notamment en Amérique du Nord et en Europe principalement. C'est la basket arrière d'ailleurs, son modèle le plus connu, qui a été popularisé par le monde du football britannique et qui lui a fait prendre une ampleur internationale dans les années 70. Mais c'est pas juste une icône des terrains de foot, puisqu'elle a aussi été portée par les membres du groupe Oasis dans les années 90 avant de suspendre sa production face aux concurrents, aux géants comme Nike et Adidas. Et c'est justement Jacobson qui l'a racheté en 1996 qui lui a donné un nouvel élan en la positionnant comme ce qu'on appelle une marque héritage et qui joue sur la mémoire collective. C'est une stratégie qui a porté ses fruits, puisqu'en 2024, le groupe a enregistré une hausse de 38% de ses ventes grâce aux performances de Gola. Alors la stratégie marque héritage, ça marche? Oui, ça fonctionne. Il y a plein de marques, plein de baskets qui connaissent ce succès-là. On peut citer la Samba et la Gazelle d'Adidas, la Palermo de Puma ou encore les Cortez de Nike, sans oublier certains modèles de New Balance, des articles qui sont
remis au goût du jour aujourd'hui et qui sont vendus à des prix élevés. En 2024, justement, les ventes mondiales de New Balance ont atteint un record de 7,8 milliards de dollars, soit une croissance de 20% par rapport à l'année précédente. Et ça, c'est en partie dû au succès des modèles vintage, des baskets qui attirent aussi bien les jeunes générations que les générations qui l'ont connu dans leurs jeunes années. Merci beaucoup Eva Jaco, on repart avec S. Good Morning Business, Culturia. Frédéric Simotel, vous êtes depuis lundi avec toute l'équipe de Tech & Co à Las Vegas pour suivre le CES, c'est la grande messe mondiale de la tech. Elle ferme ses portes aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que vous en retenez? L'omniprésence des Chinois, les robots à perte de vue, puis peut-être des Français un peu discrets. Oui, on a déjà quelques chiffres sur ce salon, près de 145 000 visiteurs, 4500 exposants. C'est un salon à la taille d'une ville, hein. Vous avez plein de sites, il y a 3 centres de conférences. Et puis, alors on l'a dit, hein, ce qui nous a marqué, c'est l'omniprésence des acteurs chinois, visiteurs comme exposants. On a vu des délégations impressionnantes qui viennent de Shenzhen, de Pékin, de Taïwan. Tiens, pour l'anecdote, sur le pavillon chinois, vous avez tout un ensemble de... Alors, les acteurs chinois d'un côté, les startups chinoises, les startups... Dans 3 km, prendre la sortie D99 en direction de Marinvilliers, Thibault-Ménil. Startups taïwanaises qui sont au milieu, et de l'autre côté d'autres startups chinoises, et ces startups taïwanaises, elles sont comme sur un îlot isolé. Voilà ce qui marque beaucoup, hein. Ça me fait évidemment passer aux événements géopolitiques. Au rang des technologies, évidemment la star sont été les robots taxis, hein. Zoox, on vous a fait beaucoup de démonstrations, c'est la filiale d'Amazon, et puis Uber qui a annoncé aussi son prochain robot taxi sera plutôt pour l'année à venir. L'autre star, ce sont les robots humanoïdes, il y en a partout. Alors chez les géants coréens, Hyundai, chez LG, on a aussi tous les acteurs chinois qui sont présents. Ce sont des robots dédiés à l'industrie, hein, pour la logistique, pour la production, mais ce sont aussi des robots qui vont servir pour les tâches domestiques ou comme compagnons. Et puis évidemment, si on ne vous parle pas d'IA, c'est parce que ces robots intègrent toutes les IA du moment. La France, elle, était assez discrète cette année. Oui, 80 startups présentes, on est loin des 300 startups de l'époque post-Covid. Alors selon Maya Noël, présidente de France Digital, bon, il y a le contexte économique certes, mais les acteurs qui sont là sont surtout ceux qui ont vu leur débouché sur le marché américain ou celles qui sont très branchées consommateurs, hein. Vous savez, nous en France, on est plutôt vers les startups B2B, mais quand même, quand on discute avec des exposants, des visiteurs, on se dit que être ici, c'est quand même important, c'est une visibilité incroyable, des rencontres avec des partenaires pour faire du business, avec des rencontres avec des investisseurs. Et en dehors des exposants, nous avons aussi croisé de nombreux patrons. Il y a une très grosse délégation du MEDEF qui était présente. Est-ce qu'il y a un moment fort que vous retenez? Alors sans contexte, c'est la conférence d'ouverture de Lenovo à la Sphère. Vous savez, c'est cette immense salle de spectacle immersive avec 16 000 personnes. Le patron Lenovo avait invité sur scène les patrons de Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, soit 100% de la production mondiale des microprocesseurs, car vous savez, et ça c'est important, car vous savez, toutes les technologies dont on vous parle aujourd'hui, elles fonctionnent. Dans 600 mètres, prendre la sortie D99 en direction de Marinvilliers, Thibault-Ménil. Sur quoi elles fonctionnent? Sur ces fameux microprocesseurs, et ils étaient tous présents sur scène. Merci beaucoup Frédéric Simotel depuis Las Vegas. On continuera bien sûr de suivre les derniers moments de ce moment fort du CES. Dans un instant, prendre la sortie D99, puis prendre à droite sur D99. Le journal de 6h30, on va revenir sur les débats budgétaires avec les hausses d'impôts. Prendre à droite sur D99. Qui sont annoncés. On y revient avec une nouvelle dans un instant tout de suite. Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSI à partir de 390 € par mois sans apport. Réservez votre essai sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Autonomie maximale selon données WLTP. Offre électrique aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Good Morning Business, le journal. 6h30 sur BFM Business et sur AMC Live. Merci d'être avec nous. Le journal, c'est avec le... Les 3 titres à la une, la reprise des débats budgétaires à l'Assemblée relance les hausses d'impôts. Tous les détails dès le début de ce journal. Les divisions se multiplient entre les syndicats agricoles, unité totale. À l'inverse, chez les médecins qui manifestent demain à Paris, une plus nombreuse crise de gouvernance chez Castel. L'examen du... Dans 3 km, prendre la sortie D400 en direction de Marinvilliers, Bénéménil.
Le budget a donc repris hier en commission à l'Assemblée. Et les contours d'un compromis sont toujours difficiles à trouver. La perspective d'un 49.3 se renforce donc, même si les députés ont réussi à se mettre d'accord sur quelques hausses d'impôts, Hugo Babet. Parmi les taxes adoptées en commission, on retrouve la contribution différentielle sur les hauts revenus et prolongée jusqu'à ce que le déficit passe en dessous des 3%. Une nouvelle version de l'impôt sur la fortune qui se rapproche de l'ISF en comptant désormais l'assurance vie et les placements financiers pour 5 milliards d'euros de recettes. Les députés s'accordent aussi sur le dégel total du barème de l'impôt sur le revenu. Les désaccords ont été plus nombreux sur la surtaxe d'IS des grandes entreprises et la taxe holding, toutes deux rejetées en commission, mais les socialistes espèrent que le gouvernement les réintroduise dans la copie présentée dans l'hémicycle. Ce sera mardi prochain, puis dans une hypothétique copie adoptée par 49.3, une option que la ministre des Comptes publics n'exclut plus désormais. Si vous regardez la séquence parlementaire que vous connaissez mieux que quiconque en France, et bien s'il fallait ensuite faire une motion de censure mécanique, puis ensuite enclencher la deuxième partie, puis avoir quoi, deuxième 49.3, puis ensuite avoir une deuxième motion de censure, puis ensuite avoir le texte du Sénat. Puis ensuite que ça allait, vous voyez bien qu'on est parti de toute façon pour globalement la fin du mois de juillet. Des républicains aux socialistes, tous demandent un texte commun négocié en coulisses, d'abord sur la partie recette. Le gouvernement échapperait ainsi à la censure avec un premier 49.3 dès la fin de la semaine prochaine. Et ce contexte budgétaire incertain continue d'inquiéter dans les industries. C'est le paradoxe, notamment pour le secteur de l'aéronautique et de la défense. Il n'a jamais été aussi solide industriellement, mais il subit désormais le risque politique. Message délivré en tout cas par Olivier Andriès, le patron de Safran et du GIFAS hier, Jean-Baptiste Huette. Le principal risque n'est... Dans 600 mètres, prendre la sortie D400 en direction de Badonviller, Ménaménil. Ni industriel, ni technologique, il est politique. Pas de budget 2026. Dans l'aéronautique, les activités sont souvent duales, civiles, militaires, et sans budget, la loi de programmation militaire est fragilisée. Plus de 6 milliards d'euros en suspens cette année. Prendre la sortie D400. Andriès s'agace. Nos parlementaires ont perdu la boussole. On assiste tous les jours à un concours l'épine pour taxer plus et travailler. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur D400. Moins. Il brandit des chiffres. L'État aide la filière aéronautique à hauteur de 1 milliard par an, mais prélève derrière 12,5 milliards. Bel effet de levier, ironise-t-il. Cette année encore, le GIFAS demande stabilité fiscale et visibilité afin d'investir et d'accélérer dans les cadences de production. Surtout, explique-t-on, dans un contexte où les chaînes d'approvisionnement sont en cours d'arsenalisation, c'est-à-dire qu'elles sont devenues aujourd'hui des armes géopolitiques qu'il est tentant de perturber. Du côté des agriculteurs, la journée est décisive. Après une semaine de mobilisation, ils attendent de pied ferme les annonces du Premier ministre. Ça passera par un courrier que Sébastien Lecornu compte leur adresser d'ici ce soir. En parallèle, à Bruxelles, il devrait y avoir suffisamment de voix pour valider l'accord avec le Mercosur, malgré le vote contre de la France, confirmé hier par Emmanuel Macron. Et dans ce contexte global, les divisions entre syndicats sont particulièrement visibles, Pauline Tadevin. Tracteurs stationnés au cœur de Paris, jusque sous la Tour Eiffel, manifestation devant l'Assemblée nationale et blocage des axes routiers. La coordination rurale joue le coup de force pour s'opposer au Mercosur et exiger des mesures de simplification. Le représentant du syndicat dans le Lot-et-Garonne, José Pérez, assure qu'ils ne repartiront pas de Paris sans réponse. Aujourd'hui, il faudrait un engagement sur la suppression, sur la suppression de la langue française. Pendant ce temps, autre cadre contre tout, le président de la FNSEA à l'occasion de ses vœux. Si le Mercosur est voté, une manifestation aura lieu à Strasbourg le 20 janvier, mais pas d'appel à monter vers Paris. S'il se montre très critique du manque de vision et d'action de l'exécutif, Arnaud Rousseau oppose responsabilité et recherche de solutions aux méthodes de la coordination rurale. Elle est légitime. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on amène de très concret aux agriculteurs à court terme et à moyen terme, et c'est ce à quoi on fait droit. La FNSEA a proposé au Premier ministre l'idée d'une loi spéciale pour faire rapidement sauter des verrous. Elle exige des avancées pour faciliter la vie des exploitants, stocker l'eau ou encore stopper les dégâts causés par le loup, et elle réclame la publication des décrets toujours en attente. On va revenir sur la question du Mercosur avec Raphaël Legendre, ça sera dans 10 petites minutes. On a tout obtenu, mais on va donc dire non quand même. Est-ce que ce texte rend politiquement fou? Ce sera l'objet de son édito à 6h50. Et après les agriculteurs, ce sont les médecins en grève depuis lundi qui intensifient leur mobilisation. Ils vont défiler dans Paris demain. Et dimanche, les chirurgiens iront le faire à Bruxelles. Et là, les syndicats affichent leur unité proposée dans les discussions à Hélène Cornet.
L'activité a baissé de 15% chez les généralistes, 6% chez les spécialistes, selon le ministère de la Santé qui s'appuie sur le nombre de télétransmissions quotidiennes. Des chiffres sous-estimés selon les syndicats de médecins qui rappellent que les professions libérales n'ont aucune obligation de se déclarer grévistes. Dans les hôpitaux, 50% des internes seraient en grève d'après leurs représentantes. Le point d'orgue de la mobilisation, ce sera la manifestation samedi. 72% des adhérents du premier syndicat de libéraux comptent la rejoindre. Une marche pour la reconnaissance de leur profession et contre la baisse des tarifs d'un certain nombre d'actes médicaux. Ils demandent un rendez-vous au ministère de la Santé, mais aussi à Matignon. C'est la première fois, disent-ils, qu'il y a une telle solidarité entre praticiens qui partagent la même inquiétude sur l'avenir du système de santé. Aucun syndicat ne cherchant à tirer la couverture à lui. L'actualité des entreprises à 6h36, c'est le gouvernement et les élus locaux qui discutent déjà de l'avenir de Arc qui vient d'être placé en redressement judiciaire. Il parle notamment de l'offre de reprise de Timothée Durand qui prévoit d'injecter 50 millions d'euros dans le verrier situé dans le Pas-de-Calais. Le montant est inférieur au dernier sauvetage. Alors Arc va devoir passer par une lourde restructuration et d'inévitables pertes d'emploi, Mathieu Pechberti. Cette fois, Arc va devoir réduire la voilure en France. Timothée Durand, seul candidat à sa reprise, envisage de redimensionner le verrier qui a subi une baisse de 10% de son chiffre d'affaires en 2025. De lourdes réductions d'effectifs sont attendues, environ 600 emplois sur les 3500 d'Arc France. Mais cela ne suffira pas. Le futur repreneur prévoit également la fermeture d'un des deux fours du site d'Arc dans le Nord, sans compter un effacement des 96 millions d'euros de dette de l'État et des collectivités locales. Timothée Durand, petit-fils du fondateur d'Arc, est associé, selon nos informations, à Mathieu Leclerc, un héritier de Decathlon, qui finance son investissement de 50 millions d'euros. En moins d'un an, les trois actionnaires actuels et l'État ont brûlé les 70 millions d'euros qu'ils avaient injectés. En effet, le verrier a souffert de la concurrence turque et égyptienne, dont les coûts sont 30 à 50% inférieurs. Il a été contraint de vendre sans dégager de marge à Ikea, son premier client, qui pèse un quart de son chiffre d'affaires en France. Il y a une grosse crise aussi chez le géant international du vin, Castel, le groupe qui détient notamment les cavistes Nicolas en France. C'est la famille fondatrice qui est à la manœuvre. Cette fois, elle a tenté hier d'évincer le patron du groupe lors de l'Assemblée Générale. Sans succès pour le moment, mais le bras de fer ne fait que commencer, Astrid Olivier. La famille fondatrice du groupe ne veut plus de Grégory Leclerc à la tête de Castel. L'ancien avocat fiscaliste suisse qui est en poste depuis 3 ans n'a plus la confiance de 97% des actionnaires, selon la fille du fondateur Pierre Castel, qui le soupçonne de vouloir prendre le contrôle du groupe familial. Ce qui a mis le feu aux poudres, l'éviction du neveu du patriarche du groupe, une trahison pour la famille alors que Grégory Leclerc assure avoir respecté les volontés de Pierre Castel, mais à 99 ans, la parole n'est plus au fondateur mais à sa famille. Pour sa défense, Grégory Leclerc rappelle que le géant aux 40 000 salariés et 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires se porte bien. Preuve que la gestion actuelle qui sépare la famille actionnaire d'un côté et la direction opérationnelle de l'autre fonctionne. Si Grégory Leclerc a été sauvé hier, c'est seulement parce que le vote des actionnaires n'a finalement pas eu lieu. Mais la famille Castel a convoqué à la fin du mois une nouvelle assemblée générale. Il est 6h39 sur BFM Business et sur AMC Live La Bourse. Nicolas Pagnès, Polymarket prend de plus en plus de place à Wall Street. Exactement, la plateforme Polymarket prend de plus en plus de poids auprès des investisseurs au point de signer des partenariats avec des acteurs clés de l'information financière. Créée en 2020, Polymarket est une plateforme de prédiction en ligne basée sur la technologie blockchain. Concrètement, elle permet de venir recueillir sous la forme de paris et de façon décentralisée les prédictions du grand public sur tout type de sujets. On y retrouve notamment bien sûr des paris sur les rencontres sportives, sur le nombre de tweets qu'Elon Musk pourra faire dans la semaine, mais aussi sur des événements géopolitiques comme des conflits ou des élections, et bien sûr des événements financiers comme les futures décisions de politique monétaire de la Fed. En début de semaine, par exemple, un mystérieux moins 0,5 a gagné 400 000 $ en pariant sur la chute du dirigeant vénézuélien Maduro avant la fin du mois de janvier. Et la plateforme devient un outil de plus en plus utilisé par les traders eux-mêmes afin de venir anticiper les grands événements de marché. Le principe est simple, avec un grand nombre d'utilisateurs, la plateforme donne un état des lieux des convictions ou des croyances de la foule sur des événements futurs, au point d'avoir permis à Polymarket de signer des partenariats avec Yahoo Finance, Google Finance et plus récemment l'acteur des médias Dow Jones qui possède notamment le Wall Street Journal. Polymarket, rappelons-le, a également réalisé une impressionnante levée de fonds d'un rendement de 2 milliards de dollars auprès de Intercontinental Exchange, la société qui exploite le New York Stock Exchange, soit la bourse
sortie D7 en direction de Ciré-sur-Vuzouze, Blamont. Aux États-Unis en 2022 avant d'être réautorisé en 2025. Un mot des hedge funds de plus en plus importants en 2025. Les hedge funds, effectivement, ont enregistré en 2025 un record de hausse d'actifs. L'industrie a progressé de plus de 600 milliards de dollars. Elle a dépassé pour la première fois les 5 000 milliards de dollars d'actifs en octobre dernier. Selon l'indice qui suit l'industrie des hedge funds, le secteur a progressé, le secteur a affiché un rendement en progression de plus de 13%, sa meilleure performance depuis 2009. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour venir expliquer cette hausse? Les analystes s'accordent à dire que si ça a arrivons à Blamont pour les hedge funds en 2025, c'est pour deux raisons. D'abord, un retrait des investisseurs vis-à-vis du capital investissement en lien avec les inquiétudes sur la liquidité des investissements, mais aussi un retrait des investissements en direct en action face à une crainte de bulle ou d'euphorie sur les marchés actions. Merci beaucoup, Nicolas. Le plus. Good Morning Business, le plus. Focus sur la Chine ce matin qui essaie de relancer sa natalité 10 ans après avoir abandonné la politique de l'enfant unique. Le pays est confronté à une forte crise démographique. Il n'y a eu que 9,5 millions de naissances en 2024. C'est un chiffre en baisse continue depuis 2016. Qu'est-ce qui marche pour relancer la natalité? Il n'y a pas grand-chose. Les explications de Clara Médou. Les modèles démographiques des Nations Unies prévoient une chute de la population chinoise de 1,4 milliard aujourd'hui à 633 millions d'ici 2100. Cette crise démographique a vu naître l'expression DINK, des couples à double revenu sans enfants qui ont soit renoncé à en avoir, soit reporté leur projet de famille. Une tendance qui prend de l'ampleur en Chine. Les enfants uniques reproduisent le modèle prôné par Pékin jusqu'en 2016, selon Pan Wang, professeur à l'université de Nouvelle-Galles du Sud. Dans 600 mètres, prendre la sortie D7 en direction de Ciré-sur-Vuzouze, Blamont. La politique de l'enfant unique a glissé un héritage culturel fort au-delà de la restriction de la fécondité. La politique de l'enfant unique a fondamentalement remodelé. Prendre la sortie D7. Les normes familiales et le mode de vie des gens, car beaucoup sont habitués à des familles moins nombreuses et les préfèrent surtout. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur D7. Europe prefers smaller family size, especially in urban context. Le modèle familial n'est pas la seule cause à cette dénatalité. La hausse des coûts de la vie et de l'éducation ainsi que les préoccupations professionnelles sont autant de raisons supplémentaires. Pour remédier à cela, la Chine investit en des mesures natalistes. Une mesure est d'ailleurs particulièrement critiquée, la taxe de 13% sur les préservatifs et autres contraceptifs, une loi qui laisse sceptiques les habitants de Pékin. La pression immense qui pèse aujourd'hui sur les jeunes en Chine, qu'il s'agisse de l'emploi ou de la vie quotidienne, n'a absolument rien à voir avec les préservatifs. La raison principale est que la société chinoise est très divisée par les classes sociales. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur D400. Les riches sont trop riches et les pauvres restent pauvres. Ces mesures risquent donc d'avoir un faible impact. Pour augmenter la natalité, les jeunes Pékinois attendent plutôt des mesures sociales incitatives, des changements structurels recommandés aussi par les universitaires. Les changements structurels sont indispensables et il est nécessaire de mettre en place des politiques de soutien familial plus solides, par exemple en permettant aux gens d'accéder à des logements et des services de garde d'enfants plus abordables, à des aides financières, à des congés parentaux rémunérés, ainsi qu'à une éducation gratuite pour les enfants. Cette baisse de la fécondité risque de freiner le développement économique de la Chine sur le long terme, une conséquence qui pourrait contrarier au rond-point, prendre couvent. Et l'objectif de Pékin, être la première puissance économique mondiale devant les États-Unis d'ici à 2030. Continuez sur N4 pendant 36 km. 44 sur BFM Business et RMC Live. Dans un instant, on va revenir sur le Mercosur, le traité, Raphaël Legendre, qui rend fou. Oui, absolument, et qui mène la France droit dans le mur. Toute la classe politique est coupable de cette dérive. On n'est plus capable d'avoir un débat rationnel en France. C'est quand même très inquiétant. On dit non, alors qu'Emmanuel Macron nous dit la Commission a consenti à beaucoup de ce qu'on a demandé. Mais c'est donc quand même. Avec vous, Annalisa Capellini, on va partir à Minneapolis, où une femme a été tuée par la police de l'immigration. Les démocrates demandent des comptes. Oui, effectivement, ils essayent de dire à Donald Trump que sa politique anti-immigration est désormais devenue beaucoup trop dure et pour ce faire, ils essayent de s'appuyer sur le financement. On voit ça dans un instant, tout de suite. Good Morning Business, l'édito de Legendre. Retour de la matinale de l'économie à 6h49 avec vous, Raphaël Legendre. On va revenir sur le Mercosur. C'est clair,
ce matin. Absolument. Emmanuel Macron a préféré prendre cette perte sur ce dossier. Il a fait le choix d'afficher son impuissance en Europe plutôt que de durcir la crise politique en France. Mais franchement, quel échec. Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur. Il a choisi le déshonneur et il aura la guerre, aurait pu dire Churchill, car la crise agricole, elle, et la colère agricole ne s'arrêtera pas avec ce communiqué d'Élysée. On a raconté tellement n'importe quoi sur cet accord de libre-échange depuis des années que toute analyse rationnelle est désormais impossible en France. Et dans ce ouvrage, toute la classe politique, droite et gauche confondue, est à mettre dans le même panier. C'est-à-dire aucun homme politique n'a porté de discours rationnel sur le texte. Ils ont tous surfé sur du populisme paysan, avec un degré de cynisme qui parfois laisse pantois. Il était lunaire hier de voir Aurélie Trouvé défiler aux côtés des tracteurs et des paysans de la coordination rurale, qui est un syndicat très ancré à droite, alors que LFI a voté contre absolument toutes les demandes de la coordination rurale, sur l'eau, sur les phytosanitaires, sur les moyens de production. Il était lunaire aussi de voir à quel point la droite française, cette semaine, une fois de plus, a perdu sa boussole économique avec le président des LR, Bruno Retailleau, qui a menacé, comme Jordan Bardella, de censurer le gouvernement en cas de vote du Mercosur, comme Michel Barnier qui affirmait encore hier que le Mercosur menaçait notre agriculture. Tout cela est faux. Parfaitement faux. Le Mercosur ne menace pas notre agriculture. Je rappelle qu'on importe déjà 200 000 tonnes de bœuf issus des 4 pays du Mercosur en Europe. On va simplement en ajouter 99 000 supplémentaires et tout cela ne va strictement rien changer parce que cette viande ne représentera que 1,2% du marché de la consommation européenne et je rappelle au passage que le bœuf aux hormones sera toujours interdit sur le sol européen, bien sûr. On a une crise agricole, mais elle n'a rien à voir. Non, c'est pas le Mercosur la menace. Effectivement, si la balance commerciale française agricole est passée de 10 milliards en 2000 au premier déficit de son histoire en 2025, si la France est passée de la deuxième puissance agricole en 2000 à la 6e ou 7e place mondiale aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas su adapter notre agriculture au monde moderne. On a raté notre montée en gamme et 2, parce qu'on a tué des filières entières par la bureaucratie, par un trop-plein de normes. C'est ça qui tue notre agriculture. C'est pas le Mercosur qui n'est même pas entré en vigueur encore. Alors, la seule bonne nouvelle, évidemment, dans tout ça, c'est que le Mercosur sera bel et bien voté. Et pour ça, on peut dire merci l'Europe, merci à nos voisins européens de faire des choix rationaux, car nous avons tous à gagner à cet accord de libre-échange et d'apporter une toute petite dose de lucidité, puisque visiblement, nos dirigeants politiques en France, eux, ont tous perdu la tête. Et on sait que le poisson pourrait toujours par la tête. Oui, mais le chiffre, c'était la bonne stratégie de dire non, puisque finalement ça va passer, vous prenez tous les bénéfices politiques et économiquement, c'est positif, ça vous laisse dubitatif. Vous en débattrez à 7h10 avec lui sur ce même plateau. On part aux États-Unis. Good Morning Business, le monde qui bouge. Annalisa Capellini, forte tension à Minneapolis où une femme a été tuée par la police de l'immigration. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues. Les démocrates demandent des comptes à Donald Trump, ça les réveille un peu. Oui, certains vont jusqu'à demander la suppression de l'ICE, cette police de l'immigration qui est devenue une pièce stratégique dans la politique menée par Donald Trump. D'autres démocrates misent plutôt sur la menace du financement. Ils menacent de bloquer les financements. C'est notamment Chris Murphy, qui est un sénateur démocrate du Connecticut, qui a appelé ses collègues à ne pas voter le budget du département de la sécurité intérieure en l'état, puisqu'il ne limite pas l'anarchie croissante au sein de l'ICE, au sein de cette agence. Il faut savoir que le budget de ce département-là doit être approuvé d'ici la fin du mois. Il y a une deadline au 30 janvier. L'idée, c'est que les démocrates vont monter là-dessus pour essayer de négocier, pour essayer d'imposer quelques modifications aux républicains. L'idée, c'est qu'il faudrait des changements. Il faudrait par exemple interdire aux agents de cacher leur visage pendant les interventions. Il faudrait un mandat d'arrêt pour chaque arrestation. Bref, il faudrait plein de limitations pour éviter les débordements comme ce qui s'est passé à Minneapolis. Du côté des républicains, est-ce qu'on fait toujours bloc? Oui, effectivement, on fait toujours bloc. Pour l'instant, derrière le président, derrière sa stratégie sécuritaire, Caroline Leavitt, qui est la porte
Gauche a estimé hier que cet incident est le résultat d'un mouvement de gauche dangereux qui mène un assaut organisé contre les forces de l'ordre. Alors, sans aller aussi loin, sans parler de mouvement de gauche dangereux, le sentiment général chez les Républicains, c'est qu'il s'agit d'une bavure, mais qu'elle ne remet pas en cause le fait que ce durcissement de la répression anti-migrants était absolument nécessaire. Tout est parfaitement résumé d'ailleurs dans les mots du vice-président J.D. Vance, qui dit que la mort de cette femme, oui, est une tragédie, mais que finalement elle en est elle-même responsable. Et puis il y a un autre élément qui revient dans le discours des Républicains en ce moment, c'est que les Américains ont voté pour ce durcissement de la politique sécuritaire, qu'ils l'ont choisi. C'est vrai que Donald Trump l'avait promis pendant sa campagne, il l'a matérialisé avec le One Big Beautiful Bill Act, vous savez qu'il a promulgué l'été dernier et qui a loué 170 milliards de dollars, une somme astronomique, aux activités anti-immigration. Ils ont voté, mais est-ce que là ils suivent? Que disent les sondages? Eh bien, l'opinion publique a un peu évolué sur ce sujet-là. C'est là où pour Donald Trump, c'est essentiel de ne pas se tromper dans la jauge jusqu'où il faut aller dans le durcissement de sa politique sécuritaire. Il y a un an, 44% des Américains estimaient que l'administration Trump en faisait trop sur ces sujets en matière d'expulsion des migrants illégaux. Aujourd'hui, ce sont 53% des Américains qui estiment que Donald Trump va trop loin. Donc oui, ça a beaucoup évolué. On a vu les manifestations ces dernières heures dans les rues de Minneapolis. Il s'agit de quelques milliers de personnes. Ce n'est pas tout à fait représentatif, mais surtout, ce sont les sondages là qui nous disent qu'il faut que Donald Trump fasse très attention à ne pas aller trop loin dans ses mesures anti-migrants pour ne pas en faire les frais dans les urnes au mi-terme de l'automne prochain. Merci beaucoup, Annalisa Capelli. Dans un instant, je de 7h, on revient sur le Mercosur. Pourquoi l'Italie, elle, va dire oui? Quels sont les secteurs en France qui vont gagner à cet accord qui va passer malgré le nom de la France? Et puis on va revenir sur les États-Unis avec un président qui continue de dicter la conduite aux entreprises. Interdiction d'investissement dans les maisons, arrêt des dividendes dans la défense, convocation des contrôles aujourd'hui. Antoine Delarnoy depuis Washington. Et tout de suite. Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSI à partir de 390 € par mois sans apport. Réservez votre essai sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Autonomie maximale selon la WLTP offre les véhicules particuliers 137 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. BFM Business et RMC Live présente la matinale de l'économie. Good Morning Business avec Claire Clusy. 6h59 sur BFM Business et sur RMC Live. Si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. On a tout prévu, mais on va dire nous quand même. Sur le Mercosur, Emmanuel Macron, noir sur blanc hier en commission de soutien de oui sur le débouché commercial, sur la nécessité de trouver des alliances géopolitiques, sur la nécessité de prouver que l'Europe parle d'une seule voix, mais non, c'est politiquement inacceptable. On va regarder ce matin pourquoi l'Italie, elle, va dire oui, qui sont les secteurs qui se font discrets, mais qui attendent beaucoup du traité avec l'Amérique latine, comme vin et spiritueux. Mercosur, un gros canif dans l'Europe, ça sera l'objet du débat dans 10 minutes. Pour même le chiffre, le nom n'a que des bénéfices, on est capable de s'en priver. L'on débattra avec Raphaël Legendre. L'actualité, c'est aussi avec Léo Dumas, les titres de ce matin. HSBC paye une amende pour clore l'affaire des Cool. Il y aura peut-être une décision de la Cour suprême aujourd'hui aux États-Unis sur les droits de douane réciproques. Et puis BFM Business a rencontré le numéro 2 d'Amazon à Las Vegas au CES. On va revenir aussi sur les dernières déclarations de Donald Trump sur Taïwan à 7h20 avec le spécialiste de la Chine, David Bavrez. Xi Jinping considère Taïwan comme une partie de la Chine. C'est à lui de décider ce qu'il va en faire. Il a commenté ceci en disant tout de même qu'il serait très mécontent si le statu quo devait évoluer. Les 7h20, Good Morning Business, c'est parti. Good Morning Business, le journal. La France officialise son non contre le Mercosur. Les avancées sont concrètes et incontestables, dit Emmanuel Macron, mais ce sera quand même nous, le chef de l'État, qui invoque un rejet politique unanime en France. Et même si l'accord est signé aujourd'hui à Bruxelles, ce ne sera pas la fin de l'histoire, assure-t-il. C'est ce que dit aussi sa ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce n'est pas la fin de l'histoire, tout simplement parce que le Parlement européen va se saisir d'un vote sur le Mercosur. Et à date, rien ne garantit que le Parlement européen valide cet accord. C'est quand même une étape déterminante. Et au Parlement, vous le savez, les groupes sont extrêmement divisés. Vous savez, le Parlement, personne n'a la majorité à soi tout seul. Le Parlement européen qui pourra effectivement saisir la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui aurait pour effet a priori de simplement retarder encore un peu le processus d'adoption. Reste qu'aujourd'hui, après 25
suspense. L'accord définitif est clairement à portée de main pour Bruxelles. Et ça, c'est grâce à l'Italie qui va donner son aval après avoir particulièrement bien mené ses négociations sous la houlette de Giorgia Meloni. Le récit à Rome de Natalia Mendoza pour BFM Business. Le feu vert de l'Italie à l'accord du Mercosur est le résultat d'une stratégie claire de négociation de la part du gouvernement italien. L'exécutif dirigé par Giorgia Meloni a cherché à utiliser les tractations internes entre États membres et Commission européenne concernant la signature de cet accord pour rouvrir le débat sur le financement de la politique agricole commune. Résultat, la Commission a annoncé une rallonge de 45 milliards d'euros supplémentaires pour la PAC, une enveloppe qui s'ajoute aux 302 milliards d'euros déjà destinés au secteur agricole dans le prochain budget pluriannuel. Une décision que la chef de l'exécutif italien revendique comme une victoire de son pays qui a su profiter de sa position de force dans le cadre de cette négociation, car on sait que l'approbation du Mercosur requiert une majorité qualifiée de 15 États membres représentant 65% de la population européenne. L'Italie est le troisième pays de l'UE en nombre d'habitants. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans cette position de faiseur de roi qui lui a permis de peser dans le cadre budgétaire européen et au passage de donner satisfaction au patronat et aux industriels du nord de l'Italie qui poussaient depuis des mois pour la signature de cet accord avec les pays du Mercosur. Natalia Mendoza depuis Rome pour BFM Business. Rome, le patronat se réjouit donc de son futur accès favorisé au marché d'Amérique du Sud et pour le coup en France également. Margot Faudéry, il y a une majorité de filières qui peut tirer profit de ce traité. Oui, elles sont restées assez discrètes par solidarité notamment avec les bovins, mais cet accord va clairement faire beaucoup de gagnants. D'abord, il y a les vins et les spiritueux. Aujourd'hui, ces bouteilles sont taxées de 27 à 35% à leur arrivée en Amérique latine. Mais si l'accord est entériné, il supprimera progressivement les droits de douane sur les importations européennes et le traité offrirait donc un relais de croissance important aux producteurs français qui souffrent des tensions avec les États-Unis mais aussi avec la Chine. La preuve, c'est qu'en 2024, les exportations tricolores ont reculé de 4% en valeur selon la Fédération française des exportateurs du vin. Autre gagnant de l'accord, les fromages et plus globalement tous les produits d'appellation d'origine protégée. 30 000 tonnes de fromage vont pouvoir être exportées de l'autre côté de l'Atlantique avec une suppression progressive des droits de douane sur la prochaine décennie. Et puis les producteurs laitiers aussi ont fini par rejoindre le camp des partisans puisque selon une étude d'impact réalisée par Bruxelles, l'UE peut s'attendre à une hausse de 91 à 121% des exportations de ces produits vers le Mercosur grâce à la suppression progressive là aussi des droits de douane sur un quota de lait en poudre. Et ça c'est pour l'agriculture, mais il y a un autre grand gagnant, c'est l'industrie. Absolument, les produits chimiques et pharmaceutiques français vont eux aussi profiter de la suppression progressive des droits de douane. En 2018, le secteur a exporté pour quasiment 1,5 milliard d'euros de ces produits vers le Mercosur. Même situation pour les équipements électriques français. Et puis il ne faut pas oublier évidemment les voitures et les pièces détachées qui aujourd'hui sont taxées à hauteur de 35% en entrant dans le Mercosur. Et toujours selon le rapport qui a été réalisé par Bruxelles, le secteur auto européen pourrait voir ses exportations augmenter de 95 à 114%. Merci Margot Faudéry. Malgré le vote contre le Mercosur d'Emmanuel Macron, Jordan Bardella annonce hier soir que son parti, le RN, va déposer une motion de censure contre le gouvernement, invoquant une mise en scène du chef de l'État. L'actualité des entreprises en France et HSBC qui paie une amende pour clore l'affaire des concours. C'est le dispositif qui a permis à des actionnaires étrangers d'entreprises françaises d'échapper à l'impôt sur les dividendes par l'intermédiaire des banques. Et dans cette affaire, la transaction conclue hier entre le parquet et HSBC va forcément faire monter la pression sur les autres acteurs du dossier. Caroline Morisseau. HSBC est la deuxième banque à accepter de payer une amende pour solder son litige, 267 millions d'euros, ce qui correspond au montant qu'elle avait provisionné dans cette affaire. HSBC était accusée de fraude fiscale aggravée pour des opérations réalisées entre 2014 et 2019. La banque a reconnu les faits, ce qui lui permet d'échapper à toute poursuite pénale. Le Crédit Agricole avait lui aussi opté pour la même stratégie en septembre dernier. C'est la première banque à avoir accepté de payer une amende pour un montant 3 fois inférieur. Le parquet avait alors salué la qualité de la coopération avec la banque. Ce nouvel accord avec HSBC met encore un peu plus la pression sur les 4 autres établissements visés par le parquet dans cette même affaire. BNP Paribas, sa filiale Exam, la Société Générale Natixis, des établissements qui jusqu'ici ont fait valoir que ce dispositif n'avait rien d'illégal au moment des faits en tout cas.
s'en est saisi. Des mesures ont été adoptées l'an dernier pour empêcher un tel contournement de l'impôt sur les dividendes. En 7h07, les suites du Venezuela et Donald Trump qui va rencontrer Maria Corina Machado. C'est la principale figure de l'opposition au Venezuela et c'est la prix Nobel de la paix 2025. Elle doit aller à Washington la semaine prochaine où elle compte partager sa distinction avec le président américain. Ce qui serait là un grand honneur, dit-il cette nuit sur Fox News. En attendant, après sa campagne pro-business, pro-dérégulation et un an après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump multiplie ces jours-ci les intrusions dans la vie des entreprises. Avec des propositions chocs, notamment pour les pétrolières, pour les promoteurs ou encore pour les entreprises de la défense, et Antoine Millard depuis Washington. Et 17h22. Sont en fait historiquement défendus par les démocrates. Oui, d'abord Donald Trump a convoqué aujourd'hui à la Maison-Blanche les patrons de 3 grandes compagnies pétrolières. Il veut les convaincre, pour ne pas dire les forcer, à investir au Venezuela des dizaines de milliards de dollars pour remettre sur pied les infrastructures du pétrole. Pour le moment, les compagnies américaines sont plus que réticentes à s'engager, principalement à cause des incertitudes sur l'avenir du pays. Autre ingérence de Trump dans la vie des entreprises, le président veut interdire aux grands fonds de Wall Street d'investir dans des maisons individuelles, une mesure choc destinée selon lui à faire baisser le prix de l'immobilier. Trump, enfin, s'en prend au secteur de la défense. Il fustige les industriels qui ne respectent pas les délais de livraison et qui, dans le même temps, versent des salaires gigantesques à leurs patrons. Trump dit qu'il veut plafonner les rémunérations pour les entreprises qui sont en retard dans leurs commandes. Alors ces propositions sont totalement inattendues venant d'un président républicain, surtout que ces mesures sont d'ailleurs défendues depuis longtemps par des élus de gauche, notamment la sénatrice Elizabeth Warren, l'une des bêtes noires de Donald Trump que tout oppose au président. Ces déclarations, en tout cas, ont fait trembler les marchés, le fonds Blackstone en particulier qui a perdu plus de 5% en bourse après le tweet de Donald Trump sur les maisons individuelles. Antoine Millard, depuis Washington, il y aura peut-être aujourd'hui une décision de la Cour suprême sur les droits de douane réciproques de Donald Trump, la plus haute juridiction américaine, qui a en tout cas prévenu qu'elle allait rendre un avis tout à l'heure sur une affaire en cours, mais sans préciser laquelle. Alors en première instance et en appel, les juges avaient estimé que le président avait outrepassé ses droits en imposant ces surtaxes réciproques. Il est 7h09, la bourse. BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'activité économique. Nicolas Bagnès, petite baisse de tension entre la Chine et le Japon. Oui, effectivement, le marché surveille toujours de très près les tensions commerciales entre la Chine et le Japon. Après l'annonce faite il y a quelques jours par le ministère du Commerce chinois d'interdire au Japon la livraison de biens à double usage, civil et militaire. Une interdiction sans plus de précision qui aurait pu concerner beaucoup de composants utilisés dans l'industrie japonaise. Cela a d'ailleurs fait reculer le Nikkei sur les 2 dernières séances. Le Nikkei qui tente de rebondir ce matin avec l'annonce du ministère du Commerce chinois qui cantonne finalement ses restrictions uniquement aux équipements de la défense. De son côté, le gouvernement japonais a déclaré suivre la situation de près et a appelé à des échanges commerciaux sans heurts après avoir constaté dans le même temps d'importants retards en matière d'importation et d'exportation ces derniers jours vis-à-vis de la Chine. En Asie, toujours rapidement, et à la bourse de Hong Kong, plus précisément, le boom de l'IA se poursuit. Minimax, un champion chinois de l'IA générative, fait ses premiers pas à la bourse de Hong Kong aujourd'hui. Dans les premiers échanges, le titre s'envole de plus de 50%. On va en parler dans un instant avec David Davres qui va nous rejoindre. Un mot de Rio Tinto et Glencore, c'est reparti. C'est reparti, exactement un an après les précédents pour parler entre les deux groupes. Les discussions ont finalement repris. Le Suisse Glencore a confirmé être en discussion préliminaire avec l'anglo-australien Rio Tinto. Un rapprochement qui pourrait se faire sous la forme d'un rachat de Glencore par Rio Tinto, sous la forme d'une fusion entièrement en action. Si ce rapprochement venait à se concrétiser, cela ferait du nouveau groupe la plus grande compagnie minière au monde, valorisée à plus de 260 milliards de dollars. Rio Tinto qui a présent jusqu'à début février pour clarifier sa position vis-à-vis de Glencore selon la réglementation des OPA. Merci beaucoup Nicolas. On parlera Polymarket et de son impact sur les investisseurs, notamment américains. Ce sera dans le point après le journal de 7h30. Mais là, c'est le débat. Good Morning Business face à la Chine. On a tout obtenu, mais on va dire non quand même sur le Mercosur. C'est assez clair. Emmanuel Macron l'a dit noir sur blanc hier. Emmanuel Le Chypre ce matin fait face à Raphaël Legendre, dont tout le monde sait ici évidemment qu'il est pour la signature du Mercosur. Il l'a encore dit il y a 20 minutes. Vous dites qu'on a eu raison de dire non. Oui, on a eu raison de dire non parce que c'est du calcul politique le plus lucide qui soit. Est-ce que le Mercosur est une bénédiction économique pour l'Europe et pour la France? Oui, évidemment. Mais là-dessus, on est entièrement d'accord. Évidemment. Est-ce que
que C'est moins de degrés Celsius. était compté si Macron disait oui, on est favorable au Mercosur. Mais l'Europe, ça l'arrange aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que moi je sais ce qu'il a dit à Ursula von der Leyen hier. Il lui a dit écoute Ursula, ne t'inquiète pas, la bonne nouvelle c'est que ce traité de libre-échange il va être signé, que c'est bon pour l'économie européenne. Tu n'as rien à gagner à ce que moi, président français, je sois embourbé dans mes galères politiques, pas de gouvernement, pas de budget, etc. Et donc c'est à la fois bon politiquement pour la France, cette stabilité, et c'est aussi bon pour l'Europe. Angela Merkel. Non, Ursula. Ça y est, je savais rien d'ailleurs. Ursula von der Leyen n'a aucun intérêt à ce que Emmanuel Macron soit en difficulté. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on signe cet accord qui est particulièrement favorable aux Allemands. Donc moi je trouve que finalement dans cette affaire, politiquement il n'avait pas le choix. Politiquement c'est plutôt gagnant pour lui, même si encore une fois on focalise on focalise tout sur ses agriculteurs, même pas sur les agriculteurs, sur les éleveurs, mais politiquement vous ne pouvez pas ignorer leur poids qui est démesurément plus important que ce qu'il pèse dans l'économie. Donc Emmanuel Macron, il a fait, c'est pas très glorieux, non, mais il c'est a fait il est parfaitement coupable, c'est-à-dire qu'on a quand même 3 lobbyistes au sein de la filière bovine qui ont réussi à retourner l'ensemble du pays et toute la classe politique d'une manière parfaitement scandaleuse. Cet accord, il est positif globalement pour l'agriculture européenne évidemment et française en particulier, il faut le dire, il faut le marteler. Ce n'est absolument pas le Mercosur qui va créer quelques crises, que ce soit dans le secteur agricole français. Ça fait 25 ans qu'il est en crise le secteur agricole français, on l'expliquait tout à l'heure, et c'est dû au choix français, à la bureaucratie, à la surréglementation, au problème de montée en gamme et à nos fermes qui sont trop petites, il faut le dire et le répéter. C'est certainement pas le problème du Mercosur. Le Mercosur va nous apporter de la prospérité. Là où Emmanuel Macron a eu tort, c'est de surfer sur cette forme de populisme paysan et d'avoir dit pendant des mois non, je voterai contre. Il a construit l'opinion publique aussi, Emmanuel Macron, et là il se retrouve évidemment dans un corner. Le beau jeu de dire je vote non. On a fait un fondateur de l'Europe, il vote contre l'Europe. Ça fait 25 ans qu'on est en train de négocier ce traité. Jamais, à aucun moment, l'opinion publique française n'a été favorable à ce traité de libre-échange. Quand est-ce qu'on a travaillé l'opinion publique française? On commence tout juste à avoir des éditorialistes maintenant sur des journaux plutôt à gauche, sur des plateaux plutôt à gauche, sur France Inter, sur Le Monde Quotidien hier faisait un très bon sujet sur le Mercosur pour dire en fait peut-être qu'on s'est trompé. Ça fait des mois et des mois que tout le monde en a fait un totem, un sorcier, un fantôme pour dire oh là là mon Dieu c'est affreux le Mercosur. Mais parce qu'on interroge que la filière bovine aussi. Rationnellement, parce que ce qu'il y a dedans. Parce que il y a eu une instrumentalisation des peurs. La filière bovine c'était trop fort. Et à l'extérieur pour ne pas dire qu'on a fait n'importe quoi nous à l'intérieur. Encore une fois, on a été très content de laisser l'Italie faire le boulot. C'est-à-dire qu'en gros, quand l'Italie était beaucoup plus menée que la France, elle a gagné de l'argent l'Italie. Mais de dire que Mme Meloni est aujourd'hui sans doute la dirigeante politique européenne la plus habile, la plus fine, la plus intelligente. Oui, effectivement, c'est vrai, puisqu'elle a obtenu des choses aussi, effectivement, pour l'Italie. Mais l'équation politique française, elle est imparable. Est-ce qu'il vaut mieux, finalement, avoir... Là, on a quand même un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on a le Mercosur qui est positif et on évite une crise politique. On a le déshonneur et la guerre. On a le déshonneur et la guerre. Il a perdu sur tous les plans. Entrée en vigueur. Et c'est le débat public. En même temps. On aura tout oublié. Une fois le monde entier aura oublié. On verra des voitures, que la filière des vins spiritueux sera bien contente. Évidemment, le CETA. Après, on ne triera pas, c'est en Amérique latine, on ne triera pas les fournisseurs. Mais un veto de la France, quand même, dans l'Europe. Comment ça nous fait? Encore une fois, la stabilité politique de la France à court terme, c'était vraiment un impératif et que je pense qu'Emmanuel Macron est très content d'avoir dit non et qu'il est très content que le Mercosur soit enfin signé. Ce qui a payé, c'est qu'on est tous devenus fous et qu'il n'y a pas un gramme de rationalité dans cette décision. Ah si, il y en a beaucoup, il n'y a que ça même. 7h16 sur BFM Business, on va parler de la Chine. Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview. On va revenir notamment sur la dernière déclaration du président américain autour de Taïwan. Il considère que Xi Jinping, qui considère lui-même que Taïwan fait partie de la Chine, c'est à lui de décider ce qu'il va en faire. C'est ce qu'il a commenté cette nuit en se disant tout de même qu'il serait très mécontent si le statu quo devait évoluer. Notre invité ce matin, c'est David Badresse. Bonjour. Bonjour. Investisseur en compte, spécialiste de la Chine. Vous avez publié Bienvenue en économie de guerre. Ça vient de sortir en format poche. Quand il dit Donald Trump, Taïwan, c'est le problème du
sans trop s'impliquer. Souvenez-vous, le chiffre n'avait pas été mentionné. Donc à l'époque, le président Xi avait dit au président Trump, Taïwan c'est une affaire intérieure et vous n'aurez plus le droit de le mentionner. Là, ce qui s'est passé au Venezuela, c'est un truc incroyable. 2026, c'est l'année d'Occident. 2025, c'est l'année de la Chine. C'est la Chine qui revient en co-hégémonie avec les États-Unis. Et là, le Venezuela, aujourd'hui, c'est la première exposition de Pékin en dehors de Chine. Attention, de toute façon, le Venezuela et la Chine. 60 milliards de dollars au pic, 20 milliards encore aujourd'hui. Lundi matin, PBOC, le régulateur des banques chinoises, a demandé à toutes les banques chinoises de rendre publique leur exposition au Venezuela. En fait, le vrai message, c'est vous avez tout perdu. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que cette victoire des États-Unis sur le Venezuela, c'est pas sur le Venezuela, c'est sur le tiercé perdant, Iran, Chine et Russie. À travers le pétrole. Non, mais dites non, il faut pas dire que... Non, le pétrole lundi matin est monté à 1% et le cours de Chevron, qui est la société américaine la plus exposée au Venezuela, hier était de retour au cours de vendredi. Mais si vous maîtrisez le pétrole vénézuélien, vous embêtez quand même la Chine, l'Iran. C'est justement ça qui est passionnant. C'est qu'on ne sait pas pourquoi cette opération a été faite. Ce qu'on sait, quand vous passez d'économie de guerre à guerre, vous savez que, vous savez Churchill, vous ne croyez jamais une information tant qu'elle n'a pas été démentie officiellement au moins 5 fois. Donc on sait que l'intervention au Venezuela, elle n'a rien à voir avec le narcotrafic, parce que vous allez en Colombie ou en Irlande, on sait qu'elle n'a rien à voir avec le pétrole, parce que, enfin elle a un peu à voir, mais ce n'est pas le sujet, parce que rien ne s'est passé cette semaine sur le marché du pétrole quand vous regardez le marché. Donc il y a autre chose. Et je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce qui m'occupe depuis une semaine. Il y a mais à moyen terme, une motivation. Si vous maîtrisez le pétrole, quand même, bien sûr, mais c'est seulement 4% des importations. Encore une fois, si c'était significatif, le cours du pétrole ne serait pas à 60, il serait à 80, et vous voyez qu'il est toujours à 60. Donc c'est ça qui est passionnant. Mais c'est ça qui va rendre le métier de journaliste comme le métier d'investisseur incroyable en 2026, c'est que nous rentrons dans un narratif mensonger de tous les gouvernements, parce que nous rentrons de l'économie de guerre à potentiellement, si on ne fait pas attention, la guerre, parce que ça pue les années 30. Et c'est ça. Est-ce qu'une explication pourrait être justement la doctrine, la nouvelle doctrine étrangère des États-Unis, cette politique Donroe, donc cette mise à jour de la doctrine Monroe, où tout simplement Donald Trump veut mettre la main sur la réponse, on va l'avoir avec le neutralité du continent. On va l'avoir avec le Groenland. Si les États-Unis demain envahissent le Groenland militairement, oui. Si il y a un deal, comme il y a à Guam, comme il y a aux Philippines, comme il y a en Corée, d'une base américaine sur un loyer normal, eh bien non. Donc, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas une victoire. Vous avez vu que les États-Unis sont retirés au bout de 2 heures du Venezuela, ils ne sont pas restés. Donc c'est pas ça. C'est pas ça le sujet. Et c'est pour ça que ça ne s'applique pas à Taïwan. On me dit, mais alors du coup, la Chine, c'est une nouvelle fantastique pour Taïwan. Parce que, vous voyez que l'armée américaine enfin, ce qu'ils ont fait est juste totalement incroyable. L'armée chinoise est incapable de faire la même chose. Deuxièmement, pourquoi on a donné parce que, enfin, je parle de l'Occident, c'est qu'en face de nous, on n'a que des systèmes corrompus. Donc on peut corrompre une organisation jusqu'à la chambre à coucher du but. Mais Taïwan, c'est pas du tout corrompu. Donc la Chine, en fait, on a la confirmation que militairement, la Chine est incapable de faire à Taïwan. Et c'est ce qu'on prend nous sur l'Asie. Le problème, c'est pas le danger n'est pas militaire, le danger est de blocus énergétique auquel nous ne pouvons pas répondre parce que la Chine nous a annoncé en 2025 qu'elle découplée totalement de l'Occident. Vous savez, le 3 septembre, c'est pour ça qu'on a mis Kim, le Nord-Coréen, à la tribune de Tiananmen. Et donc, le jour où il y a un blocus énergétique, nous ne pouvons plus réagir parce que la Chine aura découplé. Donc, le vrai combat aujourd'hui, c'est un combat d'opinion publique à Taïwan. Si vous vous intéressez à Taïwan, c'est que vous regardiez le DPP, donc le parti des Blanches, que la Chine, de manière très rusée, est en train de diviser dans des factions, un peu comme c'est Mitterrand, le PS en 1980, plusieurs factions, de manière à ce que aujourd'hui, la politique interne taïwanaise, c'est 50% la droite KMT, 50% la gauche DPP, et tout le but, c'est que ce DPP finisse en 4-5 courants que la Chine va diviser et ramener à elle à travers le
soft power. Et donc, nous... Et vous la voyez, cette société taïwanaise? Très bien, parce que là, vous avez des élections locales où le DPP, chaque fois, a 4 ou 5 candidats pour l'équivalent de la mairie de Paris. Donc, ils se tapent dessus toute la journée. Mais ramener l'opinion publique vers la Chine? Alors, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est est-ce que nous, quand nous gagnons, comme nous, Occident, on vient de gagner au Venezuela, est-ce qu'on se déchire en disant « Ah, président Trump, vous n'avez pas respecté le droit international, c'est scandaleux ». Et ce qui fait que les Taïwanais disent « cette démocratie, ça marche pas. Il vaut mieux qu'on se mette avec la Chine, un pays fort. » Ou est-ce qu'on dit c'est une fantastique victoire en 2 heures face, non pas encore une fois au Venezuela, mais à Maduro? Non, à l'Iran, à la Chine et à la Russie. Vous savez, par exemple, je ne vois pas comment la Russie peut encore exporter des armes. Les Américains ont annihilé ces armes en l'espace de quelques minutes. Comment voulez-vous aujourd'hui acheter un système de défense anti-aérien aux Russes quand vous savez que les Américains peuvent le désactiver en quelques minutes? Mais c'est une victoire incroyable pour nous. Et pourquoi on ne le dit pas? Et c'est ça qu'il faut, c'est ça le message qu'il faut qu'on donne à la population taïwanaise. Vous dites c'est très important pour Taïwan, je résume parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, c'est très important pour Taïwan que les Européens ou l'ensemble du monde occidental considèrent que c'est une victoire pour montrer qu'il y a une alternative démocratique qui fonctionne. Et que la démocratie finit toujours par gagner. Elle commence par perdre tant qu'elle ment à sa population. C'est 1938 Munich. Quand 1940 vous dites blood, sweat and tears, dès que vous cessez de mentir à votre population, vous gagnez. Et c'est ça le message qu'on doit donner à la population taïwanaise. Et la Chine, de cette manière, ne gagnera pas. Parce que le combat de Taïwan aujourd'hui, il n'est pas militaire, il n'est pas énergétique, c'est un combat d'opinion publique. C'est du soft power. Et jusqu'à présent, jusqu'en 2025, la Chine était en train de gagner. Merci beaucoup David Bavrez d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Dans un instant, journal de 7h30, on va revenir sur nos problèmes budgétaires français avec les questions des impôts. Évidemment, ça recommence. À tout de suite. On arrive à Strasbourg. Good Morning Business, le journal. Il est quasiment 7h30 sur BFM Business et sur RMC Live. Merci d'être avec nous, le journal avec Léo Dumas. Et 3 titres à la une, la reprise des débats budgétaires à l'Assemblée relance les hausses d'impôts. Tous les détails dès le début de ce journal. Les divisions se multiplient entre les syndicats agricoles. Unité totale à l'inverse chez les médecins qui manifestent demain à Paris. Et puis une grosse crise de gouvernance chez Castel. L'examen du budget a donc repris hier en commission à l'Assemblée. Les contours d'un compromis sont toujours difficiles à trouver. Alors la perspective d'un 49.3 se renforce, même si les députés ont quand même réussi à se mettre d'accord sur quelques hausses d'impôts, Hugo Babet. Parmi les taxes adoptées en commission, on retrouve la contribution différentielle sur les hauts revenus. Elle est prolongée jusqu'à ce que le déficit passe en dessous des 3%. Une nouvelle version de l'impôt sur la fortune qui se rapproche de l'ISF en comptant désormais l'assurance vie et les placements financiers pour 5 milliards d'euros de recettes. Les députés s'accordent aussi sur le dégel total du barème de l'impôt sur le revenu. Les désaccords ont été plus nombreux sur la surtaxe d'IS des grandes entreprises et la taxe holding, toutes deux rejetées en commission, mais les socialistes espèrent que le gouvernement les réintroduise dans la copie présentée dans l'hémicycle. Ce sera mardi prochain, puis dans une hypothétique copie adoptée par 49.3, une option que la ministre des Comptes publics n'exclut plus désormais. Si vous regardez la séquence parlementaire que vous connaissez mieux que quiconque en France, vous voyez bien que s'il fallait ensuite faire une motion de censure mécanique, puis ensuite enclencher la deuxième partie, puis avoir du coup un deuxième 49.3, puis ensuite avoir une deuxième motion de censure, puis ensuite envoyer le texte au Sénat, puis ensuite que ça arrive, vous voyez bien qu'on est parti de toute façon pour globalement la fin du mois de juillet. Des républicains aux socialistes, tous demandent un texte commun négocié en coulisses, d'abord sur la partie recettes. Le gouvernement échapperait ainsi à la censure avec un premier 49.3 dès la fin de la semaine prochaine. Et dans ce contexte budgétaire, journée décisive pour les agriculteurs. Après une semaine de mobilisation, ils attendent de pied ferme les annonces du Premier ministre. Ça passera par un courrier que Sébastien Lecornu compte leur adresser d'ici ce soir. En parallèle, à Bruxelles, il devrait y avoir suffisamment de voix pour valider l'accord avec le Mercosur, malgré le vote contre de la France, confirmé par Emmanuel Macron. Et dans ce contexte global, les divisions entre les différents syndicats sont particulièrement visibles dans le secteur, Pauline Tadevin. Tracteurs stationnés au cœur de Paris, jusque sous la Tour Eiffel, manifestation devant l'Assemblée nationale et blocage des axes routiers. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur N4 en direction de Strasbourg-Saverne. La coordination rurale joue le coup de force pour s'opposer au Mercosur et exiger des mesures de simplification. Le représentant du syndicat dans le Lot-et-Garonne, José Pérez, assure qu'ils ne repartiront pas de Paris
Paris sans réponse. Aujourd'hui, il faudrait un engagement sur la suppression, sur la suppression. On arrive à Falsbourg, c'est le Pendant ce rond-point temps, de autre cadre, Falsbourg. autre ton pour le président de la FNSEA à l'occasion de ses vœux. Si le Mercosur est voté, une manifestation aura lieu à Strasbourg le 20 janvier, mais pas d'appel à monter vers Paris. S'il se montre très critique du manque de vision et d'action de l'exécutif, Arnaud Rousseau oppose responsabilité et recherche de solutions aux méthodes de la coordination rurale. La colère, elle est légitime. Au rond-point, prendre N4. Moi, mon sujet, c'est qu'est-ce qu'on amène de très concret aux agriculteurs à court terme. Dans 500 mètres, prendre E25, A4 vers Saverne, allemand légèrement à droite. Et à moyen terme, et c'est ce à quoi on s'emploie. La FNSEA a proposé au Premier ministre l'idée d'une loi spéciale pour faire rapidement sauter des verrous. Elle exige des avancées pour Le faciliter péage, on va la aller sur la A4. des exploitants, stocker l'eau ou encore stopper les dégâts causés par le loup, et elle réclame la publication des décrets toujours en attente. Et après les agriculteurs, ce sont les médecins en grève depuis lundi qui intensifient leur mobilisation. Ils vont défiler dans Paris demain et dimanche. Les chirurgiens le feront à Bruxelles et là les syndicats affichent leur unité pour peser dans les discussions, Hélène Cornet. L'activité a baissé de 15% chez les généralistes, 6% chez les spécialistes, selon le ministère de la Santé qui s'appuie sur le nombre de télétransmissions.